Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Ça joue les riches, mais ça n'a pas de sous. J'ai vu ça dans un film. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Latéral droit. Mais avant ça, homme de cœur, social activiste, footballeur, philanthrope, international ivoirien, capitaine, l'homme que l'on nomme Serge Aurier. Serge. Ça va quoi? Comment tu vas, frangin? À la forme, pépère? Tout va très bien, mon frérot. Okay. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On aime énormément le joueur. On aime l'homme, frérot. Et déjà, dans un premier temps, il est important que je te le dise. Et au nom de toute l'équipe de We Hustle, frérot, nous te disons merci déjà. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir réussi à m'attraper. Effectivement. Je suis pas facile à attraper, mais vous m'avez eu, donc je suis content. D'être là. Merci, frérot. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas? Serge Aurier, international ivoirien, originaire de la région parisienne, c'est vrai. Et puis voilà, tout ce qui suit. On a le temps, hein. On va discuter aujourd'hui. Je suis là, bon. Dis-moi, j'ai du temps. On va retracer le parcours, forcément. On va retracer la petite vie. Serge, t'es né en Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance là-bas? Bah écoute, je suis fier déjà. Je suis fier de pouvoir, on va dire, connaître mes racines assez jeune comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui a ces chances-là, tu vois. Et puis oui, j'ai pas vraiment vécu là-bas en tant que jeune, tu vois, dans la rue, mais j'ai souvent été en vacances. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir, parce que en étant jeune, j'avais pas beaucoup de souvenirs, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je repartais, bah, par exemple, je pouvais croiser mes cousins avec qui j'ai grandi. Les images revenaient tout de suite, tu vois. Donc voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis un peu plus là-bas, plus impliqué. Ça me fait plaisir parce que ça me permet aussi de pouvoir, on va dire, donner de la chance à des jeunes qui aujourd'hui connaissent pas la réalité, on va dire, de l'Europe, qui sont toujours, on va dire, dans un rêve, tu vois, mais ils connaissent pas les difficultés ici, tu vois. Et donc, ça me fait plaisir à chaque fois que je vais là-bas de pouvoir m'asseoir avec des jeunes, jouer au foot avec eux, mais leur expliquer aussi qu'il y a beaucoup plus de choses à faire ici d'intéressant s'ils sont concentrés que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, ce que vous voyez, c'est que on va dire, c'est que des rêves, tu vois. On va y venir, on va parler de tout ça, Sergio. Mais t'es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivé assez jeune, parce que dans ma famille, je suis le seul qui est né là-bas. Parce que comment dire, dans la culture de mes parents, il faut quand même on va dire un enfant qui soit né on va dire, sur le territoire ivoirien, tu vois. Et de tous mes frères, je suis le seul qui est né là-bas. Donc ouais, pour moi, c'est une fierté pour mes parents, pour moi aussi, parce que aujourd'hui, quand des fois je parle avec des frères, des cousins et tout, je dis, ouais, moi je suis un blédard, vous connaissez pas ça, tu vois ou pas? Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et oui, on est arrivé assez jeune. Ma mère, elle est arrivée assez jeune en France. Et après, on a suivi derrière, tu vois. Il n'y a pas que moi, il y avait mes frères en même temps qui ont suivi aussi. Et puis voilà. Donc, comme je t'ai dit, mon enfance, je ne l'ai pas beaucoup vécu, tu vois, parce que je suis arrivé assez jeune. Je suis arrivé à 6-7 ans, tu vois.
Et donc, à partir de là, bah, c'est vraiment ici que j'ai connu, on va dire, la vie, les gens, les amis, tu vois. À cet âge-là, je pense que mentalement ou même physiquement, tu calcules pas ce que tu fais, tu vois. Tu es un peu dans le délire, tu vois. Tu t'amuses, tu croises des nouveaux amis, tu sais même pas où tu vas, tu vois. Donc, Et au pays, vous étiez comment socialement? C'était la classe ouvrière ou vous étiez déjà quand même aisé? non, pas du tout, pas aisé. J'avais peut-être 2 ou 3 oncles qui étaient, on va dire, qui travaillaient, qui apportaient quelque chose à la famille. Mais ma mère, elle vendait on va dire, des beignets au bord de la route. Tu vois ce que je veux te dire? Elle faisait du commerce de chaussures. Donc, elle allait au Ghana, aller acheter des chaussures. C'était pas des chaussures de qualité, tu vois, mais ça lui permettait aussi de pouvoir, on va dire, subvenir à nos besoins, de pouvoir s'occuper de nous parce que très jeune, il y a eu des différends entre ma mère et mon père. Donc, forcément, bah, ma mère, c'est une lionne, c'est une débrouillarde. Donc, forcément, il fallait quand même ramener quelque chose. Et elle a fait beaucoup de commerce. Je me souviens, des fois, voilà, elle vendait des oranges, elle vendait des beignets, elle vendait des trucs, différents commerces, des chaussures, tu vois, pour pouvoir vraiment s'occuper de la famille, tu vois. Magnifique, on l'embrasse, la tata. Merci. Mais je vais rester sur la Côte d'Ivoire encore un petit peu, Serge. Tu venais d'où précisément en Côte d'Ivoire? Bah, écoute, moi, je suis né à Gagnoa. Et On entend beaucoup Gagnoa. non, mais c'est la ville des stars là-bas, tu vois, c'est le village des stars. Tu vois, il y a beaucoup de stars qui sortent de là-bas. Après, aujourd'hui, avec on va dire, avec la proportion que ça a pris, aujourd'hui, les gens, ils s'identifient comme si c'était une ville, tu vois, c'est comme si c'était vraiment Montreuil ou quoi, tu vois, mais de base, c'est un village où il y a beaucoup aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de gens qui viennent de là-bas, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu dis Gagnoa, c'est reconnu parce qu'il y a beaucoup de stars qui viennent de là-bas, tu vois. Et c'est bizarre parce que la plupart des joueurs, on va dire BT, parce que moi je suis d'ethnie BT, ils viennent de là-bas. Tu vois, donc forcément, comme c'est des stars de foot ou dans la musique, un truc comme ça, donc automatiquement, c'est devenu, on va dire, un village connu. Mais de base, c'est un village comme tous les villages, tu vois, au bled, tu vois. Et tout à l'heure, pour rebondir sur l'aspect familial, tu disais que il y avait des conflits entre ta mère et ton père. Ton père, j'ai cru comprendre qu'il était footballeur déjà. Ouais. Mais c'est la maman qui gérait totalement le foyer? Mes parents, bah, ils étaient déjà séparés, ils sont séparés tôt, tu vois. Donc, bah, ma mère, elle a pris les choses en main, tu vois. Elle a pris les choses en main, c'est pas facile. Et oui, mon père, il a beaucoup fait pour nous. On n'a jamais eu de problème avec notre père parce que, tu vois, même moi, quand j'ai commencé à grandir, c'est ma mère qui m'a, on va dire, poussé vers mon père. Quand on était jeunes, c'était vraiment ce que notre mère, elle voulait nous apprendre. C'était, malgré ce qui se passe dans votre vie, les gens qui, on va dire, qui sont de votre sang, que vous aimez comme les gens de votre sang, vous devez on va dire, vous devez, quoi qu'il arrive, les affronter, quels que soient les problèmes, tu vois. Et ça a toujours été comme ça, notre mentalité, tu vois. Moi, j'ai une famille qui est beaucoup réservée, tu vois. Ma mère, elle est très, très réservée. Elle se montre pas. Elle est très, très... comment dire, elle est très respectueuse déjà, mais quand je dis respectueuse, c'est plus profond dans le sens où aujourd'hui je suis quelqu'un et ma mère, quand tu la vois, on dirait même pas, tu vois. Elle aime pas les caméras, elle aime pas les trucs, elle est dans son coin. Tu vois, pratiquement tous mes contrats que j'ai dû signer en étant jeune, elle s'est jamais mis on va dire devant, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui il y a des parents qui se mettent devant on va dire des contrats, des jeunes qui sont dans leur, on va dire, dos H24, tu vois, et c'est difficile pour eux d'avancer. Moi, ma mère, surtout ma mère, m'a toujours laissé le choix de pouvoir choisir ce qu'il y a de bien pour moi, tu vois. Et ce qu'il y a de bien pour moi est forcément bien pour elle. Donc, elle m'a toujours laissé ce choix-là et c'est ce que j'ai toujours apprécié parce que ça m'a permis d'être focus sur autre chose et d'avancer 2 fois plus vite, tu vois. Et donc, pour revenir à tout ça, c'est pour te dire que oui, ma mère... on a une famille vraiment peace, tu vois. Peace et je suis très, très content d'avoir des parents comme ça, tu vois. Magnifique que tu lui rendes hommage comme tu le fais, frérot. Et je vais accélérer un petit peu dans le temps. T'arrives à Sevran, tu disais t'as 5-6 ans. 5-6 ans, normalement, on a quand même quelques souvenirs. Bien sûr. Tu vois. Bien Donc, sûr. c'était quoi tes premiers contacts avec cette ville-là? Moi, à cette époque-là, bah, j'étais
j'étais jeune, j'avais 6-7 piges, je connaissais rien. C'est-à-dire, j'arrive à l'aéroport, je cours comme un jeune, quoi, tu vois. Je sais même pas ce qui se passe, je sais même pas que peut-être que je peux me faire contrôler, je sais même pas. À cet âge-là, je cours, je m'amuse, quoi. Je vois des blancs, je vois des trucs, je dis, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est stylé, il y a un truc, tu vois. Et bah, après, quand je commence à grandir, 1 an après, ou peut-être 6 mois après, je commence à un peu connaître le voisinage, connaître les gens, je commence à voir un peu où on vit. Je me dis, ah ouais, j'avoue, c'est pas... Bah, c'est mieux déjà que où j'étais, tu vois. Et après, bah, tu commences à suivre la routine, hein. Tu descends en bas, tu regardes, tu vois, il y a des jeunes, il y a des enfants, tu joues avec eux, ça devient tes amis. Et après, petit à petit, tu vois, il y a le voisinage, tu commences à connaître les gens. Et après, bah, t'es en train de te familiariser exactement, avec vois, ton tu commences à environnement. tourner un petit peu un peu partout dans cette petite cité, à essayer de connaître un peu les gens. Tu vois des nouveaux enfants tous les jours. Tout le monde joue en bas. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu descends, tu vois, il y a 50 enfants au début, tu viens, tu es un peu timide, normal, tu connais personne. Mais après, je pense qu'après 2-3 jours, ça y est, tu connais tout le monde, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai aimé aussi. Ça a toujours été ce truc-là, tu vois. Je dormais, des fois, je faisais même pas exprès, je dormais chez le voisin. Parce que j'allais là-bas, je regardais la télé où on avait tellement joué qu'on était fatigué, on était assis et je m'endormais, tu vois. Donc, c'est aussi des liens ça a commencé comme ça aussi, tu vois, des liens de fraternité, tu vois, des liens on va dire, de confiance sur beaucoup de choses. Et oui, ça, c'est quand t'es jeune, quoi. Ça, c'est des petits trucs que tu fais et que tu calcules même pas. Et comme je te dis, franchement, des fois, je suis assis avec des potes, on rigole et je dis, mais franchement, la vie d'avant, elle était mieux parce qu'il y avait moins de prise de tête. Et cette époque-là, c'est la meilleure. Et à l'école, t'étais comment, toi? Bon, à l'école, j'étais pas un bon élève, c'est clair. Mais quand je voulais, je pouvais, tu vois. J'étais un flemmard et je suis toujours un flemmard. Tu vois, dans ma vie, je suis toujours un flemmard. Il y a rien qu'à changer. Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été comme ça. Quand je travaille, c'est différent. Tu vois, quand je dois aller au foot, il n'y a aucun problème. Là, je suis à fond. Mais après, j'ai toujours été un flemmard chez moi. C'est la même chose, tu vois. Je suis toujours pisse, tu vois. Donc, c'est vrai que, ouais, c'était différent. Et le football, parce que ton père, voilà, biologique, tu disais qu'il était footballeur au pays, il jouait un petit peu. C'est lui qui t'a donné cet amour-là, cette fibre-là? Bah, moi, j'ai pas eu la chance de voir mon père jouer. Ok. Tu vois, quand je suis né, quand j'ai commencé à, on va dire, connaître, bien voir, savoir lire, écrire, etc., mon père, il avait déjà arrêté. Ok. Tu vois, donc en fait, c'est par les échos, tu vois, que j'ai appris que mon père, c'était un grand footballeur. Et quand je suis arrivé en sélection, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé en sélection, c'est que il y avait des docteurs, des gens qui étaient déjà là-bas, qui savaient qui était mon père et qui savaient ce qu'il avait fait. Donc quand j'arrivais, des fois, c'était des stories. Et à travers ça, je commençais à me faire aider. Même mon père me le disait, tu vois. Mais quand tu vas à l'extérieur et t'entends des gens le dire, c'est différent. Tu vois, les gens qui font des compliments sur ton père, comment ton père il était, comment il était fort, comment il était, tu vois, c'est les buts qu'il a marqués, on va dire ses meilleurs moments, bah tu le prends mieux que quand c'est ton père qui te le dit. Magnifique, Serge. Et tes premiers pas, du coup, alors en tant que footballeur, qui a détecté ces premières facilités là? Bah écoute, nous, ce qui est bien, c'est que on avait beaucoup d'espace pour jouer. Tu vois, demain, tu sors avec un ballon dans les cités, plus précisément. Il y a beaucoup d'endroits pour jouer. Bien sûr. Tu vois, donc en fait, t'as pas besoin vraiment d'attendre 1 heure pour sortir pour jouer. Tu peux juste aller dehors, prendre un petit ballon ou même prendre un truc, mettre des buts avec des chaussures, prendre je sais pas, un t-shirt enroulé, faire un ballon, courir avec, s'amuser. Mais c'est clair que au début, je m'amusais, hein, comme tout le monde, comme tout jeune qui prenait du plaisir, tu vois. Donc, on allait pratiquement un peu partout. On allait dans des tournois. Moi, j'étais à Sevran. Après, je suis allé à Villepinte, tu vois, parce que le niveau, il était devenu meilleur. Mais à cette époque-là, on ne calculait pas le niveau, tu vois. On allait juste se montrer déjà, avant de s'inscrire dans le truc de foot, on allait juste se montrer déjà. Il y avait une association, pas une association, mais un truc d'éducateur qui a été créé par un monsieur que je respecte beaucoup, Afid Djedaoui, qui était sur Sevran, qui mettait ça en place pour que les jeunes d'un peu partout, de Sevran, Bodot, de Rougemont, de Radar, des Cités Bleues,
des Blanches et tout viennent se retrouver là-bas et de pouvoir, on va dire, s'exprimer, on va dire, différemment que ce qu'ils ont l'habitude de voir, tu vois. C'est très bien, mais tu sais, parfois j'accélère, d'autres fois je rétropédale. C'est comme ça ici, frérot. Tu disais que t'es parti à Villepinte parce que le niveau était au-dessus. On t'a détecté? Ou c'est toi qui es parti frapper à la porte? Détecté, non, parce que, tu sais, au bout d'un moment, quand t'es dans une routine et tu vois que t'as envie de changer. Et nous, souvent, on aimait bien faire ça. Tu vois, quand on était plus jeune, on aimait bien, on se renseignait un petit peu pour savoir c'était où qui était le meilleur club, tu vois, pour aller s'exprimer, tu vois. Et à Sevran, il y avait des infrastructures, il y avait beaucoup de bonnes choses, tu vois. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand on commençait à grandir, on commençait à connaître un peu le truc, bon, on voulait quand même jouer, on va dire, à un niveau un peu au-dessus, et où il y avait les meilleurs joueurs, tu vois. Et donc, on s'est rassemblés comme ça un jour, on a appris qu'il y avait une détection pardon, à Villepinte. On était peut-être 4-5 potes comme ça. On a dit, vas-y, venez, on y va. Donc, on est parti. C'est très, très bien passé. Le problème, c'est quoi? C'est que toute l'année, toutes les fois où on a joué à Sevran, on a joué, on va dire, gratuitement. Tu vois? Donc, au moment où on voulait partir, on va dire, de Sevran, on nous a demandé de payer la licence de toutes les années où on a joué. Ah. Ils ne voulaient pas vous laisser partir. C'est là que les problèmes commencent. Donc, en fait, là, maintenant, il fallait trouver un truc parce que là-bas, de l'autre côté, à Villepinte, on est venus et on était tous pris. Tu vois, on était tous pris. Il y avait 2-3 potes à moi, il y avait mon petit frère, on était bien, on était tous pris. Et donc, là, maintenant, il fallait vraiment trouver une solution, tu vois. Et moi, j'avais pas joué longtemps à Sevran, j'étais juste venu pour 2-3 trucs, mais mon petit frère, il avait joué longtemps là-bas. Donc, en fait, c'était lui qui avait plus, on va dire, un problème que moi. Moi, je suis allé à Villepinte, j'ai été pris, j'ai fait ma licence tranquillement, sans problème, tu vois. Donc, on a dû maintenant se battre pour que mon petit frère il puisse sortir parce que, bon, il avait un bon niveau aussi, donc les mecs ne peuvent pas laisser partir, ça faisait longtemps qu'il était là, donc voilà. Donc, on a tout fait et on s'est tous retrouvés là-bas entre potes. Et on a vécu des belles choses là-bas. Mais c'était vraiment le moment de partir et aller jouer à un niveau dessus, tu vois. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu rêvais secrètement? Non. Pas du tout? Franchement, non. C'était encore récréatif? Franchement, non. J'ai commencé à vraiment prendre les choses au sérieux, pour te dire, quand je suis arrivé à Lens. Et quand je suis arrivé à Lens encore, même, je te dis la vérité, je m'en foutais. Mais tu sais pourquoi je te parle de ça? Parce que, effectivement, Villepinte, c'est la ville voisine, mais t'es encore à l'école à Sevran et c'est fatigant après l'école de prendre son bus, aller dans la ville voisine, etc. Moi, j'en connais plein qui ont fait ça. Exactement, mais tu sais que ça, c'était les meilleurs moments parce que c'est les moments où on était livrés qu'à nous-mêmes. C'était compliqué parce qu'on était jeunes, tu vois. Mais c'est des moments où on a appris quand même à déjà être des hommes, tu vois. C'est-à-dire se lever, aller à l'entraînement, revenir par ses propres moyens. Même si on n'avait pas les moyens, on fraudait, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'est des choses, c'est comme ça que tu commences à te former. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec des potes à moi qui viennent pratiquement pas de la banlieue, je leur explique ce petit mood-là pour leur dire que peut-être que si on n'avait pas traversé ça, il y a des moments où on allait craquer, tu vois. Et t'as fait combien de temps, toi, à Villepinte? Ouais, je crois 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait là-bas. D'accord. Ouais, c'était ça. On a fait un championnat. Et après, derrière, on est parti. Ouais, je pense que c'était ça. 1 an et demi, 2 ans. Tu jouais latéral droit déjà? Non, je suis 6 de formation. 6 de formation. J'étais formé en 6 j'ai joué en 6 jusqu'à mes... Ouais, jusqu'en 16, 18. Et après, ma carrière elle a changé à partir de là, tu vois. D'accord. Et voilà, tu disais que tu as fait 2 ans là-bas à Villepinte. Juste après, tu es parti à Lens, tu as été détecté. Comment ça s'est passé déjà, les coulisses de ton arrivée là-bas? Difficile. Parce que je suis arrivé... je me souviens, je suis arrivé... C'est toi qui as frappé à leur porte? Non, en fait, comme je t'ai dit, dans le championnat, on était très bien. Ouais. On était très bien, on était premier. On avait battu le PSG, je crois, 2 fois. Et donc, en fait, tu vois, les recruteurs, automatiquement, ils sont venus. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont été détectés, tu vois. Et comment je suis arrivé à Lens, je suis allé en essai, c'était très, très mal passé.
Tu vois, en essai, c'était mal passé. Je sais pas, j'étais malade. J'étais pas bien, je me souviens. Et j'avais fait des détections de merde. Tu vois, donc en fait, je suis revenu. J'avais fait quelques jours là-bas. Je suis revenu, on va dire, à Villepinte pour finir la saison. Et après, on va dire, en deuxième partie de saison, bah, j'étais encore meilleur, on va dire, avec Villepinte. Et ils sont revenus à la charge. Et là, c'était même pas pour une détection. C'était que mon frère, il faisait une saison de fou aussi, mais lui, son test, il s'était très bien passé, comment dire, à Lens. Donc, automatiquement, quand ils sont venus chez nous, on a dit, non, si vous prenez un, vous prenez les deux. Donc, en fait, eux, ça leur a mis la pression. Donc, ils m'ont suivi, on va dire, dans la comment dire, dans la saison. Quand dans la saison, et ils ont vu qu'il y avait peut-être que ce qui s'était passé quand je suis venu, peut-être c'était une période, parce qu'ils ont vu des progrès et que j'étais meilleur que quand j'étais venu. Donc, automatiquement, ils ont dit, ouais, en fait, ça match, on prend les deux sans problème, tu vois. Et donc, arrivé là-bas, moi, je te dis, j'étais perdu. Parce que tu quittes dans un truc où tu arrives on te dit l'entraînement, c'est à 16h, ou 18h. Toi, tu arrives à 18h30 t'as mangé tes grecs là-bas sur la route. Tu arrives, tu vas à Villepinte, tu t'entraînes, tu rentres chez toi, tu es tranquille. Mais là-bas, j'arrive là-bas, les mecs, ils mangent pas n'importe quoi. Y avait des exercices que j'ai jamais vus, tu vois, avec des cerceaux, des trucs, faut sauter, faut mettre, tu vois, faut passer autour du truc, jouer avec la planche, 1-2, marquer. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'arrive là-bas, je suis comme ça, spectateur, je suis à l'entraînement, et tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Tu vois, et moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, on dit, c'est quoi? Fais un jeu, on est dedans, on joue, on se blesse, chacun rentre chez lui, tu vois ce qu'il y a de dire ou pas? Et là, c'était trop compliqué. Et c'est là, tu vois la différence. C'est-à-dire, là, tu pars d'un truc où, dans la région parisienne, tu vas jouer au foot. Et là, tu arrives dans un centre de formation. Tu vois? Donc là, c'est différent. Et c'est d'autres codes, c'est d'autres trucs. Tu vois? On se douche ensemble, on parle. Et moi, je me souviens, j'étais là-bas, j'étais en mode... je parlais pas, je connaissais personne. Je suis arrivé. Et comment j'ai commencé à gagner mon respect au vestiaire, je me souviens, c'était par rapport au match. Parce que quand je suis arrivé, je te dis, les parents, les trucs se moquaient de moi. Parce que j'y arrivais pas. Je regardais les trucs à l'entraînement, je regardais tout le monde. Je pouvais regarder au moins 5 fois l'exercice si je n'arrivais pas à le faire. Tu vois? Et donc, ma force, c'était, allez, tranquille. Tu vois? Là, c'est que la préparation. Il y a les matchs qui vont arriver. C'est mieux pour toi, t'es meilleur là-bas, tu vois ou pas? Et c'était ça. C'était en mode, vas-y, je pense que ça va être mieux. On va commencer les matchs. Mais pour l'instant, allez, tu vois. Mais c'est bien que tu dis ça, mais où t'as puisé cette force? Parce que tout à l'heure, tu disais que quand t'allais à Villepinte, t'étais en train de te friter un petit peu avec les mecs de là-bas. Là, t'arrives dans un nouvel environnement où il y a des gens qui n'ont pas forcément tes codes, mais qui te mettent pas bien non plus. Et c'est dur. C'est dur parce que moi, j'étais toujours... Et Geoffrey, qui est venu ici, il me chambrait beaucoup parce que j'appelais beaucoup mes potes, tu vois. Parce que c'était ma seule force. Quand je suis allé là-bas, j'avais aucun repère, j'avais pas de potes, tu vois. Et à cette époque-là, on pouvait avoir des téléphones. On venait d'avoir des téléphones, c'est des trucs rechargeables et tout, tu vois. Il y a même lui. Et donc, en fait, moi, j'appelais mes potes tous les soirs. Histoire de, tu vois, je leur expliquais comment ça se passait, comment j'étais, tu vois. Il y avait que ça qui me... J'appelais même pas mes parents. J'appelais plus mes potes que mes parents, tu vois. Et c'était eux qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas venir faire ici? Tu vois, moi, tous les week-ends, j'avais envie de rentrer. Tous les week-ends, parce que c'était trop dur. Tous les week-ends, je voulais rentrer. Carrément, je me souviens, j'avais dit à mon entraîneur, je veux rentrer chez moi. Tu vois, je veux rentrer chez moi parce que ici, je comprends rien et ça va trop vite pour moi. Et cette période d'adaptation a duré combien de temps? Tu connais, c'était je suis arrivé en 13, donc je joue en 14 fédéraux. Et c'était ça, c'est une période d'ado, tu vois. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu n'es pas content. Demain, aujourd'hui, tu pleures, demain, tu pleures plus. Tu vois, en fait, c'était une période où, si mentalement, tu n'étais pas costaud, tu pouvais craquer. Moi, j'avais des mecs qui sont venus, ils ont fait aller-retour. Hein. Les mecs qui sont venus, ils sont restés 2 jours, ils ont craqué, ils ont dit on revient plus, ils sont plus jamais revenus. À un moment, je revenais beaucoup. Et le fait de revenir souvent, ça m'a donné cette force-là de vouloir rester là-bas. Parce que comme je t'ai dit, je voulais plus rester parce qu'il y avait des trucs qui m'énervaient déjà.
Tu vois, j'y voyais des trucs, j'arrivais pas. J'étais en Comme mode, quoi? je peux pas. Ben, je te dis, il y a des exercices, je pouvais pas le faire. Mais je sais qu'aussi, tu as dit ici et là que tu as été victime de racisme. Oui, bien sûr. Uh-huh. Bien sûr, bon, je vais pas cracher sur le Nord parce que c'est une ville qui m'a fait grandir et que j'ai beaucoup aimé. Région, ouais. Tu vois, c'est une région vraiment accueillante, apaisante et tout. Franchement, quand tu arrives, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois? Mais tu repars, tu veux pas partir. Et franchement, on est parti jouer dans des patelins. Après, en 14 ans, on est parti jouer dans des patelins, des Wascal, des coins vraiment, tu vois, perdus, loin. Et les gens, ils avaient pas le code de... C'est la première fois qu'ils voyaient des Noirs là-bas. Tu vois, première fois qu'ils voyaient des Noirs là-bas. Je me souviens, même moi, j'étais en 14. On est parti jouer un match, je sais plus c'était quelle ville. J'ai pété les plombs parce que il y a un mec qui m'a dit, oh, Bamboula, toi, t'étais dans la même classe que mon fils. Je deviens fou, je te jure. Je deviens fou. Et j'étais très, très nerveux à cette époque-là. Et donc, j'étais instable, tu vois. J'étais en mode, ah non, en fait, non. Et je voulais plus jouer. Et donc, c'est la mi-temps. Et mon coach, il me prend à part. Il me dit, mais t'es fou. D'ici tu sors, on est mort. Tu vois. Et justement, je sais que tu vas marquer. Fais un truc, marque un but. Il va se taire, le mec là-bas. Marque, fais un truc. Aide l'équipe. Tu vas voir. Fais un truc, tu vas voir. On va tous être contents, tu vas voir. Et en fait, moi, je captais même pas ce que mon coach me dit. C'était ce que l'autre, il m'a dit là-bas. C'est ça qui me tapait dans le cerveau. Tu vois, donc, je calculais même pas ce qu'il me disait. Je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et qui me dit Bamboula. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire quoi, Bamboula. Mais quand il a dit Bamboula, directement, je savais pas ce que ça voulait dire, ce mot-là. Tu vois, parce que j'ai 13 piges, j'ai jamais entendu ça, frère. Et quand il me dit Bamboula, et quand je le regarde, il me montre, ouais, toi, Bamboula. Et j'ai capté direct ce que ça voulait dire. Il n'y a même pas eu besoin d'explication. Donc, automatiquement, ça m'a rendu fou. Donc, mon coach m'a apaisé. Non, t'inquiète, et tout, et tout. Et moi, je ne calculais pas. Donc, je suis allé sur le terrain. Dans ma tête, c'était, attends, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'est le Bamboula. Attends 2 secondes. Et donc, paf, je marque et tout, on gagne et tout. Et je suis content. Après le match, le mec, il parlait même plus. Quand j'ai marqué même, il parlait même plus. Tu vois. Et ça, c'était une force. C'est-à-dire, après, t'as vu, je te dis la vérité, je me suis jamais attardé sur ce genre de choses-là. Parce que je suis pas, tu vois, c'est des choses que ça m'a, sur le coup, ça m'a tapé. Et aujourd'hui, regarde, par exemple, je t'ai pas d'un truc d'il y a, mais ça continue aujourd'hui. Tu vois. C'est peut-être maquillé, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui, tu vois. Ça n'est pas réellement, mais moi, j'étais jeune, donc forcément, à 13 ans, t'entends ça, c'est, tu vois. C'est clair, frérot. Moi, tu sais, pour rebondir sur cette période-là, moi, j'ai un frère aussi qui a joué au RC Lens, Alassane Touré. Ah. C'est mon frère. C'est la famille. Ouais, exactement. Que je salue chaleureusement. Et qui me parlait de toi à l'époque en me disant que tu étais très fort. On ne te connaissait pas encore, tu vois. Donc lui, il supervisait les jeunes par moment, tu sais, c'est ce que les pros ont l'habitude de faire aussi. Et il me disait que tu étais très fort. Pourquoi? Parce que déjà, même physiquement, tu étais imposant, tu étais rapide, tu avais déjà là, comment dire, cette faculté, cette facilité, etc. Ou du moins, ces facilités. Est-ce que ça, t'en as eu conscience? Bon, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je connais mes qualités, mais je vais jamais les montrer ou je vais jamais me la raconter, tu vois. Mais où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais aller encore au-dessus, plus haut. On était allé à un tournoi et je jouais pas, j'étais surclassé avec les moins de 18, tu vois. Et ça, c'est la génération 91, donc j'étais le seul 92 à être avec eux. Et donc, on est parti à ce tournoi-là. Et je joue même pas une minute. Je joue pas une minute. C'est un tournoi où tu peux faire tourner. Hein. Tu peux mettre l'équipe que tu veux. J'ai pas joué une minute. Donc, je crois qu'il reste un dernier match, mais juste comme ça, de poule. Après, on rentre chez nous. Et il y a le latéral droit qui est blessé. Tu vois. Et là, le coach, il me demande, on va dire, si je veux jouer. Moi, j'ai dit, mais attends, frère, je suis là. À la base, je suis venu pour jouer. Tu vois. Je suis venu pour jouer à la base et j'ai pas une minute. Tu vois. J'ai pas une minute. Donc, ouais, let's go. Je veux quand même jouer. Je veux voir ce que tu proposes. Je veux voir ce que mon niveau il vaut. Tu vois, parce que je suis avec des mecs, on va dire, qui sont plus âgés que moi, qui sont meilleurs que moi. Tu vois, qui sont plus âgés que moi, qui sont meilleurs que moi.
Et je veux voir aussi si je peux jouer dans leur équipe cette année, tu vois. Donc, ils me donnent cette opportunité-là et je joue latéral droit, tu vois. Et je fais un match de fou, tu vois. Je fais un match de fou, j'ai jamais joué là, tu vois. Et à partir de là, bah, tout commence à partir là. Tu vois, j'avais un entraîneur qui était un ancien joueur à ce poste-là, qui était avec nous en tant qu'adjoint. C'était qui? Eric Sikora. Bien sûr. Tu vois Captain qui c'est? Siko. Bien sûr. Eric Sikora. Donc lui, il me faisait comprendre que tu ne peux pas jouer, tu peux jouer nulle part après ça, ce que tu viens de nous faire. Donc tu es obligé de jouer là. Donc quand lui, il est arrivé, il avait du poids quand même au club. Donc il est parti au club pour dire que non, cherchez même pas. Faut qu'il change de poste, faut qu'il joue là. Et où j'ai vu, comme Alassane l'a dit, où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais aller au-dessus, c'est quand je voyais que je pouvais jouer à ces deux postes-là sans problème, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, déjà venant d'un ancien pro comme lui, mais qui a une carrière exceptionnelle, il te fait comprendre que tu peux aller au-dessus et que tu peux faire carrière là. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Sinon, de base, moi, je suis quelqu'un, je m'en fous un petit peu, tu vois. Donc, je m'en foutais un peu de ça. J'étais vraiment dans mon délire. J'étais là pour être bon et c'est tout, tu vois. Donc, comme ces deux coachs-là me disent que j'ai la capacité et j'ai les qualités pour aller au-dessus, quand ils me disent au-dessus, ils me disent pas dans le monde pro. Ils me font comprendre que tu as la capacité, on va dire, à pouvoir jouer déjà avec la réserve, déjà. Tu vois. Donc, à partir de là, ça sera à toi de faire tes preuves. Mais si déjà tu es avec nous, déjà, en 18, que tu peux jouer titulaire avec la réserve, ça veut dire que après, tu te fais ton film, toi tout seul. Tu vois, moi, je suis dans ma chambre et tout. Des fois, je suis assis. Je commence à dire, attends. Donc, si tu remarques bien, là, j'étais en 16, je suis en 18. Là, les codes de 18 sont contents de moi. Ils me disent que je peux aller au-dessus. Au-dessus, c'est CFA. Après, CFA, c'est quoi? C'est les pros. Et il y a beaucoup de pros qui descendent en CFA. C'est-à-dire que je me dis aussi, peut-être que si je fais les choses bien, sérieusement, concentré, ça peut aller vite. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, tu vois. Donc là, tu étais en train de titiller ton rêve. Là où tu disais tout à l'heure que c'était récréatif, là, ça commence à devenir concret. Sérieux. Ça commence à devenir sérieux. Sérieux dans le sens où, on va dire, tu commences à côtoyer, et moi, après, je vais avec la CFA, donc je commence à côtoyer des anciens, tu vois. Des anciens, des mecs qui ont déjà du vécu. Même si, à Lens, généralement, en CFA, ils privilègent la jeunesse, tu vois. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment d'anciens, à part quand les pros, ils descendent pour 1 ou 2 matchs. Je dis, bon, là, il y a des pros qui descendent, et malgré que les pros, ils descendent, moi, je joue. Ouais. Tu vois. Ça, déjà, ça veut dire que tu as la qualité déjà pour jouer avec les pros. Mais c'est des pros qui n'ont pas joué, on va dire, peut-être le match d'hier, qui viennent, c'est comme des pros, ils ont le statut, ils sont là, ils jouent. Et toi, tu es avec eux, tu joues. Donc, tu es en mode, ah ouais, j'avoue, en fait, je peux jouer parce que je suis là, les mecs qui viennent, je suis même pas sur le banc, je joue avec eux. Donc, ça veut dire que si je force un petit peu, je peux aller au-dessus. Tu vois ou pas? Pourquoi pas? Et moi, ça arrivait vite pour moi parce que à l'époque, il y avait un mec qui nous a beaucoup aidé et qui m'a vraiment fait comprendre que j'avais vraiment, si je faisais les choses bien, j'allais arriver très, très vite là-haut. Père son âme, c'est Daniel Leclerc. Père son âme. Père son âme, c'est vraiment lui qui m'a poussé mentalement, tu vois. Parce que il a peut-être poussé beaucoup de personnes aussi en leur disant qu'ils avaient la capacité. Mais est-ce qu'ils ont reçu le même message, tu vois? Ou est-ce qu'ils l'ont pris comme moi, tu vois? Et lui, vraiment, c'était quelqu'un, avec sa carrière déjà, tu pouvais pas négliger ce qu'il te disait. Et donc, en fait, pour moi, c'était pas un mentor parce que c'était pas de quelqu'un de mon âge. Mais quand il me parlait, ça me rentrait dans mon cerveau direct. Et lui m'a fait comprendre que fais ce que tu as à faire. Continue à faire les performances que tu fais. Là-haut, tu seras dans pas longtemps. Magnifique. Et donc, à partir de là, bah, écoute, tous les week-ends, il faut envoyer. Dans ta tête, il faut envoyer. Il faut que j'envoie, faut que j'envoie. Et donc, après, ça va vite, après. Tu vois. Ah, c'est terrible. Surtout que Daniel Leclerc avait emmené Lens en 98, champion de France. Tu vois. Ouais, effectivement. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup fait pour ce club-là et même dans la carrière de beaucoup de personnes. Et par la suite, voilà, tu as fait le taf. Quelques années après, tu es passé professionnel. Tu commences à bien gagner ta vie. Qu'on se le dise, hein. Voilà, mais ça va déjà. Oui, mais tu commençais déjà à rentrer dans le sérieux. On va dire, dans le
dans le foot business, on va dire. Exactement. Toi, directement, t'as voulu mettre la famille à l'abri? La maman est restée sur Sevran? Bon, moi, faut savoir, au début, c'était pas les contrats qu'il y a aujourd'hui. Hein, tu vois, Ouais. au début, c'était un contrat de jeune, quoi. Tu vois. On est en quelle année précisément? Ça remonte un petit peu, je me D'accord. souviens plus. Mais à partir de là, à partir de cette période-là, j'ai commencé à sentir que déjà j'étais avec les pros. Donc, je commençais à me dire, bon, avec les pros, j'avais pas de contrat encore. Et après ce match-là, j'ai signé mon premier contrat pro à la charte. Je crois que c'était 3000 et quelques, 3500 €, 3000 bruts, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'était un contrat. Mais à partir de là, directement, je commence à me dire, OK, d'accord. J'appelle ma mère, je lui dis, bon, écoute, t'as vu, faut que tu viennes, je vais signer mon contrat pro et tout. T'es grave contente, elle est venue. Mais à partir de là aussi, j'essayais de lui faire comprendre que fallait qu'elle arrête d'arrêter de travailler. Et ma mère, elle voulait rien savoir. Je sais que j'ai mis du temps à faire arrêter ma mère de travailler, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que c'est les darons, non, tu connais, elles sont dans un truc où elles prennent du plaisir, sans Bien même sûr. gagner beaucoup, tu vois. Elles prennent du plaisir déjà. Donc, son plaisir déjà, même si pour moi, quand je la vois, je dis, elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose, elle ne le voit pas comme ça. Elle faisait tu quoi vois. Pareil, Pareil, comme je t'ai dit, elle faisait du babysitting. Ouais, c'est vrai. Tu vois, elle allait, on va dire, de famille en famille. Et elle avait vraiment une famille, on va dire, qui lui faisait confiance. Aujourd'hui, les enfants, même, je les ai déjà vus. Ils avaient, un jour, ils étaient venus chez moi, ils avaient grandi, pourtant, je les ai vus bébés, tu vois. Et il appelle maman, tu vois. Donc, pour te dire que c'est pas des noirs, c'est des blancs. Ils appellent ma daronne maman. Pour te dire que c'était à cette époque-là, mon contrat pro ne suffisait pas pour pouvoir mettre ma mère à l'abri. Mais j'ai essayé en lui disant, il faut vraiment que t'arrêtes, tu vois. Et j'ai vu que non, ça rentrait ici, c'était pas son problème. Pour elle, c'était pas assez encore, tu vois. Et donc derrière, je me suis dit, bon, on va continuer à aller plus haut et peut-être que ça va les faire changer d'avis. Et après, derrière, je re-signe assez rapidement, je renouvelle mon contrat. Je change mon contrat, tu vois. Parce que derrière, je finis avec les pros, mais je crois dans cette période-là, je fais peut-être 5-6 matchs avec les pros. Et après l'année qui suit, je joue pratiquement toute l'année. Et malheureusement, on descend en Division 2. Donc, forcément, le club a besoin d'argent, donc il faut que je parte. Mais déjà, à cette période-là, déjà, financièrement, j'étais bien, mais j'étais pas stable. Dans le sens où j'étais encore sous les impôts de mes parents. Ok. À cette époque-là. J'avais 16 ans, 17 ans. Donc, en fait, dès que mon argent il venait, j'allais faire du truc, acheter des jeux, des trucs, tu vois, acheter des télés, parce que j'ai eu mon appartement assez tôt, tu vois. Et donc, en fait, je me souviens, c'est quelqu'un qui avait fait le bail pour moi, tu vois, qui s'est porté garant pour que je récupère l'appartement. À partir de là, il fallait meubler l'appartement. Donc, en fait, j'ai envoyé, on va dire, à mes parents une somme. J'avais mis, on va dire, l'argent de côté pour mon loyer. Et après, pour mes courses. Et tout le reste, ça allait chez mes parents. En tout cas, on retiendra que tu es très généreux, mon frérot. Et comme tu disais, voilà, forcément, là, tu t'es imposé en tant que titulaire. Tu as été transféré à Toulouse. Voilà, la première année, tu étais encore en rodage là-bas. Tu étais en train de te faire tes dents. Mes dents. Mais exactement. Mais plus sérieusement, c'est que juste après, tu t'es imposé. Tu t'étais même capitaine de cette équipe-là. Moi, je voyais, il y avait même une énième fois... je fais du name dropping ici. Il y avait Yago qui vient de chez nous, de Sarcelles aussi, que tu connais très bien. C'est la famille. Et la famille. voilà, on te voyait là-bas. Et d'ailleurs, tu avais même fini meilleur latéral droit, si mes souvenirs sont bons. Exactement. La saison 2013-2014, je crois. Tu vois. Ouais. Déjà, raconte-nous, là, le changement de statut. Déjà, j'arrive à Toulouse. Et je voulais même pas aller à Toulouse déjà. Tu vois, parce que je suis à Lens. Je suis avec mes frères. Depuis le début, on est arrivé, on est là, tu vois. On a grandi ensemble, on commence à connaître un peu la vie, tu vois, avoir des petites meufs, on appelle. Donc, en fait, on a nos habitudes là-bas, tu vois. Et moi, ce qui me faisait mal, c'est de quitter cet endroit-là que j'ai connu depuis que je suis tout petit, transférer. Et je ne connaissais pas c'était quoi transférer dans un club. Je voyais des transferts, des joueurs et tout. Et moi, j'étais au centre de formation. Je ne me suis jamais imaginé que j'allais être transféré. Et ce mot-là me faisait mal parce que les transferts, c'est-à-dire que tu quittes un point, tu vas à l'autre. Et en fait, tout ce que tu as ici, là, t'oublies.
les souvenirs sont là, mais tu prends tes affaires, tu vas ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on me chassait. On m'a chassé un petit peu, tu vois, parce que c'était l'année où mon club est descendu en Division 2, tu vois. Moi, je suis jeune, tu vois, ça me dérange même pas de rester là. Mais en fait, le club a besoin d'argent, tu vois. Le club avait besoin d'argent, le club avait besoin de tu vois, de pouvoir aussi assumer certains salaires qui n'étaient même pas le mien, parce que le mien, c'était même pas un salaire, c'était, tu vois. Et il y avait des salaires plus élevés qu'il fallait assumer. Donc, le fait qu'on descende, eh ben, automatiquement, le club perd de l'argent, tu vois. Et moi, j'ai commencé la saison avec le club en Division 2. Je crois que j'ai dû faire 15 ou 16 matchs. Et après, bah, on arrive en janvier. Et bah, je suis dans l'obligation de partir parce que déjà, avec le coach, déjà, ça se passe pas bien. Le coach, C'était qui? Jean-Luc Garcia. Il me fait comprendre que, en fait, non, t'as pas le niveau de Ligue 2, il m'a dit. Tu vois. Et moi, je dis, ok, bah, écoute, y a pas de problème. Si c'est pas le niveau de Ligue 2, bah, j'ai rien à faire ici, tu vois. Mais je disais ça comme ça parce que j'avais nulle part où aller. Le seul truc que je connaissais, c'était Lens. Tu vois ou pas? C'était là qu'il y avait ma famille. Mes potes, mes amis, c'est là que j'ai tout connu. Donc, quand j'ai dit, bah, écoute, si tu n'as pas besoin de moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais mes agents me font comprendre que non, tu peux bouger. Tu peux bouger. Il y a des clubs qui s'intéressent à toi, tu peux bouger. Et donc, OK, donc on voit ce qu'on peut faire en arrivant en janvier. Et en janvier, je pars. J'arrive à Toulouse. À Toulouse, j'arrive, je suis complètement déconnecté, tu vois. J'arrive dans un truc que je ne connais même pas, dans un vestiaire, mais dans une équipe, très bonne équipe qui fait déjà une très, très bonne saison avant que j'arrive. Et donc, j'arrive avec des joueurs de qualité déjà top. Tu peux rappeler les joueurs? Il y avait Etienne Capou, Moussa Sissoko, Franck Tabanou, Tchèque Mbengue, Dan Congré, tu vois. Bien sûr. Aymen Abdenour, tu vois, il y avait une sacrée équipe quand même, tu vois. Machado, bien sûr. Ali Amada, le gardien, tu vois, on avait une équipe de fous, tu vois, Régatin, Ben Yedder, t'as vu? Bien sûr. C'était du très lourd quand j'arrive. Mais ces joueurs-là n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus. Donc, en fait, on était beaucoup de jeunes avec un peu d'anciens, mais c'était vraiment un truc de fou. Et moi, j'arrive en janvier pour pallier l'absence de Tchèque Mbengue qui était parti à la CAN. Et lui, c'est un latéral gauche, moi, je suis latéral droit. Donc, forcément, je joue un poste que je connais pas. Mais je suis bien. Je suis bien parce que je suis pas venu... Je suis déter un peu, tu vois. J'arrive et tout dans un autre état d'esprit, dans une équipe qui a quand même de la qualité. Donc, forcément, directement, je m'adapte assez rapidement. J'ai eu la chance aussi d'avoir des frères comme Steve, Yago et Jean-Daniel Akpagpro qui m'ont beaucoup aidé. Je pense que c'est eux-mêmes qui m'ont mis direct dans le mood parce que quand je suis arrivé, on a eu match. Je suis arrivé, j'ai signé mercredi. On a eu match vendredi. Donc, c'est allé trop vite pour moi. Je suis arrivé mercredi, j'ai joué vendredi. Et après, le soir, ils m'ont appelé, ouais, faut qu'on sorte et tout, viens, on sort et tout, on va te montrer des trucs. On est sorti, moi, je me suis vu déjà dedans. Je me suis dit, mais en fait, je suis arrivé jeudi. De jeudi à vendredi, déjà, je suis déjà dans le truc, dans les plans des gars ici. C'est magnifique, tu vois. Et eux, ça a été mes gars du début à la fin. Parce que c'était vraiment, moi, je suis très reconnaissant. Ça veut dire, quand on me tend la main, j'oublie pas. Et eux, quand je suis arrivé, c'est même pas la main qu'ils m'ont tendu, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont dit, tu vois. Et donc, en fait, on est resté comme ça, juste du début à la fin. Aujourd'hui, c'est mes frères, je les appelle. Et ce qui est bien, c'est que, bon, j'étais plus proche de JD parce qu'on était, agent Akpagpro, parce qu'on était... Ivoirien. Il est ivoirien comme moi, et on était en sélection ensemble. On a fait nos premières sélections ensemble, mais il est parti avant moi en sélection. Il est venu me dire, mon gars, faut que t'ailles, hein. C'est incroyable. Tu vois, donc il m'avait déjà... Donc, on avait déjà cette connexion-là. Et après, on allait en sélection souvent ensemble. Et que après, derrière, tu vois, tu connais ce qui suit. Derrière, je fais une bonne saison. Ça se passe pas trop mal. Et après, bah, la saison qui suit, bah, j'explose. Tu vois, je suis en totale confiance. Je connais un peu les lieux. Je connais... Mais est-ce qu'à ce moment-là, sans te couper, frérot, tu sens une hype autour de toi? Une hype, non. Je dis, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Ouais. Et je suis pas quelqu'un on va dire, qui a besoin d'écouter d'extérieur pour savoir ce qu'il est capable de faire. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, je suis même pas connecté dans ce truc-là mais je sens que déjà, ce que je faisais à Lens, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Tu vois. Mais je te dis ça parce que, clairement, moi, je suis un fanat de foot, hein. Mais à cette époque-là, on te voyait partout.
Et les performances étaient remarquables. Mhm. Tu sais, avant même de parler de Paris, ton nom était associé également à d'autres clubs étrangers. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, moi, je sais que même Drogba, il t'avait pris sous son aile très tôt, tu vois. Et donc, forcément, il y a une hype, que tu le veuilles ou non, mais qui est là. Mais bien sûr, mais et pourquoi je t'ai dit que je suis pas quelqu'un qui calcule ça, parce que je te parle sérieusement, à ce moment-là, là, je calcule même pas tout ça, moi, dans ma tête. Tu vois ou pas? Aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu différemment parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Mais avant, là, j'étais encore un jeune qui venait de Toulouse, dans ma tête, tu vois. Et j'étais venu pour jouer, pour kiffer. Et là, c'était bien parce que j'étais bien dans mon truc et tout. Et ce qui faisait que j'étais bon sur le terrain et que j'étais performant, parce que justement, j'étais insouciant. Et moi, quand je suis insouciant, c'est pas bon. Je suis méchant. Je suis très, très bien. Tu vois. Et c'est cette insouciance-là qui se transforme, tu vois, en moins de stress, moins de prise de tête. Tu te demandes pas que tu te la racontes. Donc, ça, c'est des trucs d'insouciance. Et automatiquement, tu es bien. Tu es tranquille. Tu es apaisé ici. Tu kiffes que avec tes amis, que tes potes, que ta famille. Et tu calcules même pas ce qui se dit dehors. En tout cas, merci pour tes mots et cette transparence, Serge. Hein, sincèrement, ça nous fait du bien. Et voilà, il y a eu un gros boom où je disais qu'il y a une hype que toi, tu calculais pas. Mais je suis obligé de le dire quand même. Par la suite, Paris Saint-Germain, t'es transféré. Déjà, raconte-nous les coulisses de cette arrivée, s'il te plaît. Bah écoute, je me souviens, je pars à la Coupe du Monde. Je pars à la Coupe du Monde après ma belle saison avec Toulouse. Je suis très, très content, je suis bien, et donc là, je rejoins la sélection dans la foulée. Et après, derrière, on va à la Coupe du Monde. Tu vois, il y a quand même 2 matchs de préparation, enfin 2 matchs de qualification, je l'ai fait avec la sélection. Et on part à la Coupe du Monde. Donc après la Coupe du Monde, je fais une très bonne Coupe du Monde et tout, je suis content. Et je rentre. Et quand je rentre, je reçois directement un appel des dirigeants de Paris qui veulent me rencontrer sur Paris avec mon agent, etc. Bon, moi, j'étais en vacances. Tu vois, donc on est rentré de la Coupe du Monde, j'étais fatigué avec une longue saison et tout. J'ai dit à mon agent, gère ça, moi, je suis en vacances. Donc j'ai pris mon gars à Pac Pro. On est parti après la Coupe du Monde. Et il y a Drogba qui nous a rejoint là-bas. Et donc, en fait, c'est là on commence à parler, tu vois. Et lui vient me voir, il me dit, écoute, il y a beaucoup de clubs qui se sont renseignés sur toi. Et il faut que tu fasses le bon choix. Tu vois, fais le bon choix, réfléchis bien. Et attention, ça va commencer à arriver autour, ça va commencer à venir. Fais attention, protège-toi. Dis pas oui à tout. J'ai dit, tu veux que je te dise un truc? Je sais même pas ce qui se passe, moi, autour de moi. C'est que mon agent qui gère ça. Moi, je suis même pas dedans, moi. Il m'appelle, il me dit, oui, on va aller voir un rendez-vous. Je dis, OK. Tu vois? Et lui me fait comprendre il faut que tu fasses le bon choix. Là, tu veux faire une grosse Coupe du Monde. Derrière, il faut que tu... Et moi, je fais comprendre, moi, je veux rester à Toulouse. Je dis, mais tu peux pas rester à Toulouse après ce que tu viens de faire. Après la saison que tu viens de faire, après la Coupe du Monde que tu viens de faire, tu peux pas rester à Toulouse. Tu es obligé de partir. Et tu restes, ça va être... Et moi, je te dis, la hype, comme tu dis, je la vois même pas. Je suis dans mon délire, tu vois. Et donc, il me fait comprendre ça, tu vois. Donc, on finit les vacances et tout ça et tout. Donc, on rentre. Et quand on rentre, j'ai le rendez-vous avec les mecs de Paris qui m'expliquent un peu le projet à l'époque. Voilà. Et on me dit, oui, ça va être comme ça, on a besoin de toi en tant que deuxième. En tant que deuxième, t'arrives, il y a déjà un latéral qui est là. Donc, tu t'imagines que si tu viens, il faudra te battre, etc. pour pouvoir donner ta place. Au départ, tu vois, bon, Paris, c'est ma ville et c'est mon club depuis que je suis tout petit. Mais à cette époque-là, j'avais pas envie après la Coupe du Monde, après d'avoir parlé avec des gens qui sont dans le football et qui s'y connaissent bien, j'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs, d'aller à l'extérieur. Mais je me suis dit aussi, on a discuté avec ma famille, mes parents, je me suis dit, mais en fait, c'est une opportunité de fou, en fait, tu vois, de pouvoir jouer dans le club de sa ville. Ça doit être un truc de fou. Et je commençais à changer mon état d'esprit, tu vois. Et je me suis dit, en fait, pourquoi aller à l'extérieur pour aller m'exprimer, tu vois. Pourtant, je peux le faire chez moi et donner le meilleur de moi-même, tu vois ce que tu veux dire ou pas. Et surtout, rendre fiers les gens de ma ville, les gens qui sont de la région, tu vois. Parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et mon choix de Paris, c'était vraiment ça. Tu vois, donner du plaisir aux gens qui
sont autour de moi et qui sont dans ma ville. C'était le plus important, ça. Et honnêtement, en tout cas, d'un point de vue extérieur, moi, c'était le point de vue que j'avais. Tu sais, clairement, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais un fanat de foot, mais je suis un grand supporter du PSG. Tu vois ce que je veux dire? Et clairement, t'étais la fierté des nôtres. Pourquoi? Parce que tu venais de la banlieue, tu nous ressemblais physiquement, on avait les mêmes expressions, etc., les mêmes codes. Est-ce que cette fierté-là, tu l'as ressentie? Je la ressens tous les jours. Oui, mais parce qu'à Toulouse, encore une fois, je ne suis pas toulousain. Et Toulouse n'est pas Paris. Mais tu sais que moi, déjà, quand je joue pour un club ou quand je fais quelque chose, on va dire, qui me permet de m'exprimer, je le fais toujours à fond, tu vois. Maintenant, les sentiments sont différents, tu vois. Aujourd'hui, quand je dis que Paris, c'est mon club de cœur, peut-être que les supporters de Lens, ils vont pas être d'accord. Et les supporters de Toulouse ne sont pas d'accord aussi parce que j'ai joué dans les deux clubs. Ouais. Quand je dis c'est mon club de cœur, c'est parce que je suis de la région, tu vois ou pas. Et jouer dans le club de sa ville, pour moi, ça doit être une fierté pour tous les gens qui ont, on va dire, cette possibilité de le faire. Ça, pour moi, c'est incroyable parce que tu marches avec la tête haute, avec du soutien, mais incroyable, tu vois. Mais par contre, j'ai pris du plaisir à Lens. À Lens, je suis pratiquement né à Lens en tant que footballeur. Donc, c'est mon club de cœur aussi. Toulouse, je suis arrivé là-bas en tant que... je commençais vraiment à être un homme. Parce qu'avant, j'étais un gosse. Je suis arrivé là-bas, je commençais à être un homme à Toulouse. Et à Paris, j'ai on va dire, continué mon travail d'homme et de devenir maintenant quelqu'un de plus grand dans ce que je fais. Ouais. Donc, dans chaque coin où je suis passé, ça a toujours été un plaisir et une fierté, mais à Paris encore plus parce que c'est le club de ma ville. Magnifique. Et comment tu t'es senti là, dans le vestiaire parisien, avec des Ibra, des Thiago Motta, Silva, des gens qui ont la rigueur italienne, tu vois, ils provenaient tous de la Serie A. C'était comment? Parce que dès le départ, ils disaient qu'ils allaient emmener ce professionnalisme qui manquait peut-être Ils l'ont fait. Ils l'ont fait okay. et heureusement qu'ils étaient là, tu vois. Heureusement que tu avais un Ibra dans le vestiaire. Heureusement que tu avais un Thiago Motta dans le vestiaire. Heureusement que tu avais un Thiago Silva dans le vestiaire. Parce que c'était vraiment du haut niveau, tu vois. Moi, je suis arrivé, j'étais perdu. J'étais perdu dans le sens où moi, j'étais à Toulouse. J'étais à Toulouse, c'était que des frères. On s'enjaillait à l'entraînement, on s'amusait, ça mettait des petits ponts, ça rigolait, ça tombait par terre. Et quand tu arrives à Paris, c'est différent. Paris, les entraînements, ils sont intenses. Il y a de la qualité du début à la fin. Et t'as pas le temps de rigoler, en fait. Tu vois ou pas? Et tu vois avec des mecs qui sont là, des grands joueurs qui ont déjà une grande carrière. Tu vois l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement. Tu vois comment ils se comportent dans les petits jeux. Mais tu te dis, mais en fait, t'es obligé de t'adapter à ça. Tu vois? Et c'est là vraiment que tu vois c'est quoi l'exigence du haut niveau. Parce que je te dis qu'à Toulouse, moi, je suis avec mes gars. À Toulouse, on est avec mes gars. Des week-ends, on perdait, on était énervés. Et ça ne durait pas longtemps. Tu vois, on se dit, vas-y, les gars, on repart. Le week-end, il y a un match. Mais là, quand tu perdais, tu sentais le truc. Et jusqu'au prochain match, tu sentais comment c'était bizarre à l'entraînement. C'était tendu. Tendu dans le bon sens. Hein. Attention, pas tendu au point de... Non, tendu dans le sens où, non, les gars, on ne peut pas. Le niveau où on est là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, en fait, le niveau était trop haut. Trop haut. Donc, quand tu arrives, c'est là on voit ton vrai niveau. Tu vois ce que je te dire ou pas? Totalement, mon frère. Et là, on voit ton vrai niveau. T'as quoi? T'as peut-être un petit moment d'adaptation parce que c'est normal. Tu vois, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes trucs de club, c'est pas les mêmes exigences. Donc, tu quittes Toulouse, tu arrives à Paris, automatiquement, il y a un changement pour toi. Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu te dis, c'est trop gros pour moi, je fuis. Ou tu te dis, ouais, si je suis venu ici, c'est parce que ceux qui m'ont ramené ici pensent que je peux être dans ce truc-là. Donc, let's go, ça va être dur, mais on y va, tu vois. Et moi, j'ai kiffé parce que j'ai progressé 2 fois plus vite en étant sérieux, tu vois, parce que je te dis, quand je suis arrivé, l'exigence était déjà là. La pression d'être toujours au top était déjà là, donc tu es obligé d'être dans le mood. Même si t'es un peu, on aime bien rigoler, on aime bien un truc, mais tu es obligé d'être dans le mood. C'est-à-dire, en entraînement, tu finis, tu sais que tu t'es bien entraîné. Tu sais que tu as tout donné, en tout cas, tu vois.
Et cette mentalité-là, c'est ce qui a fait que Paris aujourd'hui, on va dire, à cette reconnaissance mondiale. Parce que ceux qui étaient là avant ont fait le taf et ont mis l'exigence qu'il fallait, tu vois. Mais tu sais, moi-même, de loin, comment j'observais le tout, c'est, tu vois, quand je voyais les Ibra, et tu vois, ils étaient tout le temps élogieux à ton égard en disant, oulala, Serge, il est chaud, lui. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit Ibra, que ce soit Silva, que ce soit même Lavezzi, etc. C'était des paroles qui revenaient fréquemment. Bien sûr, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, je suis très respectueux, tu vois. Je suis très respectueux, mais tu vois, j'ai une facilité à dire les choses à une personne quand je trouve que c'est injuste, tu vois. Et ça, c'est ça, j'appelle ça du respect aussi, tu vois. Tu te respectes toi, mais tu respectes la personne qu'on face de toi, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très respectueux et très cash. Et il n'y a vraiment rien qui m'impressionne, tu vois. Je te dis, les seules choses qui m'impressionnaient quand j'étais plus jeune et aujourd'hui, c'est quand je vois ma mère, la capacité à nous élever, ça m'impressionnait de ouf. Et là, je ne pouvais rien faire. Mais à part ça, là, il n'y a rien qui m'impressionne. Ça veut dire qu'en fait, quand j'arrive à Paris, je suis peut-être en mode, ah ouais, j'avoue, c'est costaud aussi. Le niveau, il est... Mais je ne suis même pas impressionné avec qui je joue. Je suis impressionné par la qualité qu'ils mettent à l'entraînement, par les professionnels qui sont, tu vois. Quand ils disent on arrive à 10h, ils sont déjà à 9h30 ou 40 dans le bus. Je me dis, ah ouais, j'avoue, quand même, ça, c'est respectable, tu vois. Et c'est un niveau vraiment de Ligue des Champions, tu vois. C'est un niveau vraiment d'un grand club, tu vois. Et ça, je te dis, s'il n'y avait pas les Ibra, s'il n'y avait pas les Mota, s'il n'y a pas Thiago Silva, Maxwell, etc., frérot, Paris, c'est pas Paris aujourd'hui, tu vois. Donc, j'aimais... Pourquoi il y avait, on va dire, souvent des bons retours avec moi, parce que j'avais la capacité à mettre l'ambiance, mais quand je n'étais pas content, je le disais aussi, tu vois. Mais tu sais, en disant ça, il y avait une ancienne interview de Grégory Vanderville qui disait que tu sais, lui, il vient de l'Ajax, etc., là où c'est très, tout est très contrôlé, etc. Là, il arrive à Paris, où il dit que les jeunes, ils étaient irrespectueux. Ils mettaient la musique un peu trop fort dans les vestiaires, ils rigolaient fort, etc. C'était d'autres codes. Mais moi, j'ai l'impression que c'était ciblé. Non, tu vois ce que je veux dire? Parce que je t'explique, tu sais, bon, nous, les Français... Frérot, je pense que ça... Non. Ciblé, non, parce que regarde, tu sais, ce qui est difficile en France... Et quand j'ai pour nous les Français qui avons vécu ici, c'est d'entendre les choses, d'entendre la vérité. C'est très difficile de dire à quelqu'un ce que tu penses de lui. Et il va l'accepter. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et en France, c'est souvent ça le problème. Quand le mec il dit par exemple, le mec il respecte pas parce que la musique il met fort et tout, peut-être que le mec il est dans son mood. Quand il veut le matin à l'entraînement, il aime bien quand c'est relax. Mais quand il vient déjà, il y a déjà des sons de Niska, dans le vestiaire, le mec il arrive le matin. Tu vois, moi par exemple, quand j'arrive au vestiaire, j'aime bien commencer ma journée, tu vois, au moins 10 minutes où je suis relax, quand on est dans le vestiaire, je check les gens tranquilles. Après ça, là, tu me donnes une demi-heure, là, 15 minutes, je suis bien. Je parle à tout le monde, je rigole. Mais il y en a, ils ont besoin de ça. Quand tu arrives le matin, à 9h, tu viens de charger, boum, 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 boum. Tu es en mode, ah ouais, j'avoue. Mais lui, il s'adaptait pas, Greg. C'est quelqu'un qui était trop dans son délire. Tu vois ou pas? Dans sa bulle. Lui, c'était mort. C'était que dans sa bulle. Il était dans sa bulle, il venait le matin, il parlait. C'est quelqu'un, il parlait même pas. Donc, tu vois, donc je comprends un peu dans ce délire-là où mais lui, des fois, tu peux ne pas parler et t'ouvrir un petit peu. Lui, il s'ouvrait pas du tout. Lui, tu voyais rigoler rarement. Donc, en fait, s'il pense ça, je pense c'est pas son délire. Mais il y avait plein d'étrangers qui dansaient avec nous le matin quand on mettait la musique. En fait, si tu veux, pour reprendre ses propos, moi, j'ai l'impression qu'il voulait dire que, tu sais, les jeunes joueurs, ils respectaient pas forcément les codes. Bah, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. De ce côté-là, je le suis. Tu vois, je le suis dans le sens où, moi, je me souviens, à Paris, c'était chaud. À Paris, il y avait des jeunes, ils arrivaient pas à l'heure. Tu vois, il y avait il y avait des rendez-vous le matin, il y en a qui n'arrivaient pas à l'heure. Tu vois, et des mecs avec la carrière qu'ils ont, pas des Ibra et compagnie, quand ils voyaient ça le matin, ils devenaient fous. Comment moi Ibrahimovic, j'arrive à l'heure, on va dire, au meeting, et toi, le jeune, t'arrives pas. Et ça, à Paris, c'est ça le gros problème. Les jeunes
en région parisienne même, tu vois, dans des grands clubs, les codes pour capter ça, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus de trucs, mais avant, c'était difficile. Je te dis la vérité, avant, c'était difficile dans le sens où chacun était dans son délire. Moi, je suis parisien. C'est-à-dire, en gros, moi, je suis parisien et toi, tu viens de je sais pas où, tu vas m'apprendre comment je dois me comporter. Mais ça, le mec qui te dit ça, c'est lui qui a raison. Tu vois, dans un vestiaire, il faut se comporter. Tu vois ou pas? Faut pas, tu crois, c'est pas chez toi ici. Là, on a différentes cultures. Bien sûr, il faut s'adapter, mais tu peux pas avoir. Et ce qu'il dit, je le rejoins sur beaucoup de points. Mais par contre, c'est une mentalité, pas que truc, c'est une mentalité, pour moi, mondiale. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Et je pense que, à ce moment-là, peut-être que lui, fermé comme il est, il voyait des trucs qui pouvaient pas s'ouvrir. Mais à Paris, je pense pas qu'il y a des jeunes qui lui ont manqué de respect, il y en a aucun. Il y avait peut-être le respect des règles et des codes qui n'étaient peut-être pas respectés selon les horaires, selon des trucs comme ça. Mais manquer de respect comme ça, ouvertement, je pense pas, tu vois. D'accord. Et tu vois, je vais accélérer un petit peu dans le temps. Voilà, il te fallait un temps d'adaptation, etc. Mais à la fin de la saison, t'es passé titulaire. La deuxième saison, c'est un boulet de canon. à tel point que les gens te citaient tout le temps dans le top 3 des meilleurs latos. Avec Lam, avec Daniel Alves. Tu te rappelles de ça? Donc, là, depuis tout à l'heure, on parle de hype où tu lèves le pied. Ouais. Là, frangin, même si tu es quelqu'un de humble, c'est des choses que tu entends. Bien sûr. Bien sûr, parce que quand à cette époque-là, j'étais dans les nominés pour l'équipe type de la saison mondiale. Tu vois, donc forcément, je reçois le truc chez moi. Mais tu vois, donc en fait, je vois déjà que, tu vois, mais dans ma saison, je suis content parce que quand j'arrive à Paris, ma première saison, elle est bonne, mais pour moi, donc, certains l'ont trouvée bonne, mais elle était moyenne. Dans le sens où j'ai pas beaucoup joué. Et je crois que j'ai dû faire 10 matchs, un truc comme ça. Et je n'étais pas satisfait on va dire, de ce truc-là parce que j'ai joué l'année d'avant, j'ai joué pratiquement tous les matchs. Tu vois, je me souviens, j'avais mis, je crois, 8 buts et 7 passes décisives et 8 aussi. Donc, en fait, j'étais bien. J'étais dans un truc où j'étais bien. Et là, j'arrive, bam, il y a une cassure. C'est-à-dire, je peux même pas m'exprimer souvent. Je rentre même pas. Exact. Mais forcément, c'est pas la même chose. Donc, moi, je fais quoi? Je vais me préparer, on va dire, en Arabie Saoudite. Exact. Tu vois, je prends un préparateur tout seul. Je fais mes affaires, mon agent, il me demande, tu vas aller en vacances quelque part? J'ai dit, non, moi, je vais, t'inquiète, j'ai déjà mon plan, je vais me préparer. Et lui, il me comprend pas, il dit, mais il va se préparer. Je dis, non, tranquille, j'ai vu avec un mec, il va me présenter un préparateur physique, et après, je vais avec lui, je paye son billet, et on va en Arabie Saoudite et tout, j'ai besoin tu vois, de travailler. Donc, on est arrivé là-bas, finalement, on va à Doha, tu vois. On va à Doha et moi, je m'entraîne, je prends un hôtel avec le préparateur physique, on s'entraîne le soir parce que la journée, on peut pas, il faisait super chaud. Et on fait une vraie préparation. Je suis avec lui, t'as vu, j'apprends vraiment à faire mal à mon corps. Et quand je rentre de la préparation, je suis au-dessus de tout le monde. Je me souviens de ça. Je suis au-dessus de tout le monde. Et je commence ma prépa, mais même moi, je me sens tellement bien dans les efforts, dans le travail physique qu'on fait, je suis devant. Et moi, à la fin, je me dis, mais attends, j'ai jamais été devant pratiquement dans tous les trucs. J'ai été toujours parmi les premiers dans le travail physique. Mais là, je vois que même les mecs qui sont derrière moi, tu vois. Et je sens direct que, en fait, ma préparation m'a fait énormément de bien. Et de ma prépa et de la prépa avec le club jusqu'au match, on va dire, amicaux qu'on a fait, j'étais très bien. Mais donc, en fait, je commence la saison où je suis en boulet de canon. Ouais, mais je me souviens très bien de cette époque-là. Et quand je te parle de tout ça, c'est que, tu sais, même à l'époque, on faisait beaucoup de name dropping. Il y a des rappeurs qui parlaient de toi. On te faisait beaucoup de shout-out, etc. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce terme de hype. Et tu sais, il y a Peter Luxin, qui est un ancien joueur du PSG aussi, que tu connais, je pense, qui disait qu'avec Stéphane Dalma, quand ils étaient au PSG, malheureusement, le foot n'était pas au centre de leurs préoccupations. Ça veut dire, ils étaient peut-être plus intéressés par la nuit parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est des paramètres que tu as
pris en compte en arrivant au PSG en te disant je vais m'affranchir de tout ça, je vais m'écarter du centre-ville et je vais travailler davantage pour pas tomber dans ces pièges-là. Parce que aujourd'hui, clairement, pour finir ma question à rallonge, sans citer de nom, il y a beaucoup de joueurs qui tombent dans ces dérives-là, dans ces pièges-là. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai toujours voulu être loin de Paris. Tu vois, je suis arrivé, j'ai pris une maison dans le 7-8 qui était plus proche de mon centre d'entraînement que de Paris. Tu vois, j'habitais loin de Paris. Et justement, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour, on va dire, pour même pas... Tu vois, je monte sur Paris rarement, avec ma famille, avec mes potes. Mais c'est fait exprès. Et même, pour moi, c'est mieux parce qu'un jour, si je me lève en retard le matin, j'ai le temps d'arriver assez rapidement au centre d'entraînement. Et si j'arrive à Paris, que je me lève en retard le matin, le temps que j'arrive, je suis mort. Et à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je suis dans un club, j'essaie toujours d'être proche du centre d'entraînement et loin de la ville. Tu vois? T'as raison. Parce que ça me permet moi-même aussi de récupérer beaucoup. Tu vois? Parce que comme je t'ai dit, je suis un flemmard. Moi, je suis un grand flemmard. Ça veut dire, sur le terrain, tu vas me voir, je vais donner. Mais quand je rentre chez moi, je coupe tout. Tu vois? Je suis vraiment en mode total truc. Tu vois? Donc, forcément, c'est des sacrifices que tu fais aussi. Tu vois? Et puis, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend de où tu te mets, où tu veux être, tu vois. Après, ça m'empêche pas de sortir avec mes amis, ça m'empêche pas de sortir la nuit, c'est pas... Mais je sors pas, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup là. Moi, les nuits parisiennes, j'en ai connu, mais pas, tu vois, normal, tu vois. Je suis pas un saint non plus, tu vois. À cette époque-là aussi, j'étais jeune, donc j'avais besoin aussi de... Mais ça m'a jamais excité, tu vois, de sortir, de kiffer, de trucs et tout. Je me suis toujours mis dans un mode travail, tu vois. Et ouais, ça m'a plutôt réussi, tu vois. Et quand je regarde aujourd'hui où j'ai commencé et ce que je suis devenu, je pense que j'ai fait beaucoup de bons choix dans ce genre de choses, tu vois. C'est certain, frérot. Et merci pour ces précisions une nouvelle fois. Et on va rester sur la deuxième saison, là où encore une fois, tu démarres en trombe et tu déchires tout, frérot. Tout à l'heure, je t'ai parlé qu'on te citait régulièrement dans le top 3 des meilleurs latos au monde, etc. Frérot, je suis obligé de te parler forcément de Laurent Blanc. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Parce que tu sais, clairement, t'es quelqu'un de souriant, t'es quelqu'un d'avenant, humble. Frérot, pourquoi t'as top comme ça, frère? Parce que c'est Laurent Blanc qui t'a donné ta chance au PSG. C'est ce que tout le monde pense. Donner ma chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner ta chance, c'est lui qui t'a appelé à Toulouse. C'est lui qui t'a mis. C'est lui qui t'a mis titulaire. Non, tout le monde ne sait pas tout. Dis-moi tout alors, frérot, s'il te plaît. Non, tout le monde ne sait pas tout parce que tu sais, ce que j'aime pas en France et ce que j'aime pas tout court, c'est quand on ne sait pas les choses, on les avance, tu vois. Quand on dit que c'est Laurent Blanc qui est venu me chercher à Toulouse, mais je suis venu, j'ai jamais joué. Donc c'est quoi comment dire? C'est quoi la réalité? Ouais. Tu vois, si tu veux me chercher, c'est parce que tu as besoin de moi. Donc, forcément, tu m'utilises. Moi, j'arrive dans un truc où je viens. Déjà, je suis pas le premier choix. Faut savoir. Parce que avant moi, je savais que c'était pas moi qu'on voulait voir là-bas déjà. Tu vois? Voilà, faut que ça soit clair. Tu vois? C'est des choses sur lesquelles je me suis jamais exprimé, mais c'est la vérité. C'était qui? C'est pas moi qu'on voulait voir là-bas. Il y avait d'autres latéraux qui étaient peut-être, on va dire, plus, on va dire, tu sais, dans le football, c'est beaucoup de trucs d'agents, des trucs, tu vois. Donc, mon agent, il connaît un tel, et ce truc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le talent, je dis pas tout, mais il y a beaucoup de choses business qui se font comme ça. Et moi, je savais très bien que c'était pas moi qu'on voulait là-bas. Et l'entraîneur ne voulait pas que moi je sois là-bas. Déjà. Tu vois? Donc, ça, je le savais déjà. Mais, quand tu me dis que c'est Laurent Blanc qui voulait que tu sois là-bas, c'est pas vrai. Tu vois ou pas? Il a accepté que je sois là parce que, on va dire, d'autres personnes ont vu que peut-être que c'était pas l'autre, mais que c'était moi qu'il fallait là-bas. Tu vois? Donc, automatiquement,
J'arrive, je sais pas, et je te dis, sur beaucoup de phases, sur beaucoup de trucs dans la saison, je l'ai vu que c'était pas moi qui devais être là. Tu lui as pas donné le choix, frérot, parce que clairement, comme je te le disais depuis Bien tout à sûr, l'heure, parce que sur le terrain, tu étais irréprochable. Mais dans le sens où, après, tu sais, le foot, c'est comme ça. Tu sais, toi comme moi, on se fait le foot, etc. Parfois, on jette pas notre dévolu sur des joueurs et ils nous font changer d'avis. Bien sûr. Et moi, ça a toujours été comme ça avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, ça, c'est normal presque. Bien sûr. Le fait qu'on veuille mais pas. je vais arriver. Dis-moi je tout, alors, vais arriver où là, tu m'as posé une très bonne question. Tu m'as demandé pourquoi j'ai f*** up. Ouais. Mais déjà, il faut savoir un truc. À cette époque-là, j'étais accessible et j'étais jeune, tu vois. J'aimais bien m'amuser, j'aimais bien prendre tout à la rigolade. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas un truc que je fais exprès. C'est pas un truc que je me lève et je dis, il faut que je fasse ça parce que je suis énervé. Ou non. À la base, l'entraîneur, j'ai rien contre lui. Il m'a fait des phases dans la saison que j'ai pas kiffé. Mais c'est comme toi et ton employeur, comme je le dis toujours, ou toi et ton boss. Des fois, tu discutes avec des mecs, des potes à toi, chez toi, à la cité, ou chez toi, en bas, chez toi, ou chez toi, et tu parles et tu dis, mais vas-y, il me rend fou, l'autre. Mais toi, t'es pas filmé, toi. Mais moi, faut savoir un truc, cette application-là, je la connais même pas. C'est comme si genre, j'ai téléchargé un truc, et mon pote m'appelle, me dit, hey, décharge une application, toi, elle est sortie, toi, elle est stylée et tout, on peut parler, on peut truc. C'est comme ça qu'on se met dessus. Donc, ce que je dis là, même si tu me vois, mais je suis en train de jouer à la play, dans la vidéo, je joue à la play, je calcule même pas ce qui se passe. Mais c'est pas un truc que j'ai fait exprès ou j'ai un truc contre lui. C'est que je savais même pas que le truc était filmé et que c'était enregistré. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pas un truc que je fais exprès quand je dis j'ai fucked up. Bien sûr. Tu vois? Parce que ça, comment on appelle? Ça a entaché mon image en France et ça a déstabilisé beaucoup de personnes, tu vois, sur beaucoup de choses dans ma famille, autour du club, etc. Mais c'est pas un truc que j'ai fait exprès même. Tu vois? Mais ce que je t'explique aussi, c'est que ce que j'ai dit dans ce truc-là, c'est, comme je t'ai dit, on est assis et on discute. Tu vois? Et ça, c'est des mots, c'est ce que je dis dans le truc, c'est des codes, c'est des trucs qu'on a entre nous. Tu vois? C'est des codes, c'est des petits trucs. Pour les gens, c'est grand, mais pour nous, c'est... Moi, je te dis, nous, je suis dans une génération où on se taille H24. Et moi, c'est à partir de là, cette histoire-là, que j'ai commencé vraiment à faire attention à tout. Tu vois? Je commençais à prendre... Attends. Dès qu'il y a un truc, je check. Mais ça, je ne faisais pas avant. Tu vois? Tu sais, tout à l'heure, je te disais que tu étais la fierté des nôtres, etc. Mais là, clairement, j'ai commencé à sentir un désamour. Là où tu étais un petit peu aussi le chouchou des médias, tu vois, on t'appelait souvent, tu étais tout le temps là devant la caméra, etc. Là, tu es clairement devenu le pestiféré, le bouc émissaire. Tu l'as ressenti là, forcément. Mais totalement. Totalement, dans le sens où, déjà de base, comme je t'ai dit, tu as dit un truc tout à l'heure qui est intéressant. Des fois, il y a des joueurs qui ne s'arrêtaient pas en conférence de presse. Moi, j'étais là, tranquille, en mode piste, tu vois. J'étais en mode... t'as vu, je passe, je donne mon avis, je rigole, je rentre. Tu vois, j'étais vraiment tranquille. Et ça, ça a toujours été moi. T'as vu, j'ai pas changé. T'as vu, je suis toujours le même, avec beaucoup plus de protection maintenant dans ma tête. Je suis plus, tu vois, un peu plus parano qu'avant, tu vois. Mais c'est pas de la paranoïa malsaine, tu vois. C'est vraiment un truc de protection, tu vois. Bien sûr. Et donc, ouais, j'ai senti ça dans le sens où, au bout d'un moment, même quand, on va dire, j'étais bon, tu vois, après tout ça, même, c'est passé, il y a eu un truc autour de ça, de l'engouement, des trucs, mais malgré ça, j'étais là, tu vois, j'essayais quand même de faire mieux parce que c'était une période très, très difficile, tu vois, pour ma famille, déjà, c'était compliqué pour mes parents, pour ma famille, pour ma daronne, c'était trop compliqué. Mais moi, j'étais trop préparé. Tu vois, après ça, là, j'étais trop préparé. Mais tu vois. Si on reste sur cette étape-là, avec Laurent Blanc, etc., tu sais, je vais réitérer mes propos, mais t'es vraiment t'es vraiment une belle personne, clairement. Et tu sais, nous, on a toujours tendance, on est de la même génération et tout, tu vois, et on a parfois, tendance à se dire que les petits, ils veulent trop, ils sont pas reconnaissants. Tout simplement, tu vois. On a même parlé on a même déjà reçu Younous Sankaré, que tu connais aussi, footballeur, qui disait que
les jeunes arrivaient dans le vestiaire avec zéro code. Il manquait de respect, exactement, il manquait de respect aux cadres, il manquait de respect aux entraîneurs parfois, etc. Et toi, en vérité, pourquoi on est tombé des nues? C'est parce que tu n'étais pas dans cette catégorie de personnes, catégorie de joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Avec le recul, frérot, même si c'était une application que tu maîtrisais pas, tu comprends aussi pourquoi on t'a tapé sur les mains. Bien sûr. Bah, c'est normal, frérot. Je te dis pas que je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Je te dis même pas que... Parce que quand je voyais les retours, surtout de ma famille, t'as vu, je ne calcule pas tout ce qui se passe dehors, tu vois. Mais quand je regardais comment mes parents n'étaient pas bien pendant une période, automatiquement, t'es pas fou non plus. Tu vois bien ce qui se passe. Tu vois que ta mère, elle est plus pareille. Ils se promènent plus pareil. Ils sortent plus. Tu te dis, mais voilà. C'est là que tu commences à prendre conscience. Comme je te dis, quand je te dis c'est une période difficile, c'est une période difficile vraiment pour tous les gens, on va dire, autour de toi, qui essayaient de te, tu vois, à chaque fois, de te protéger de certaines choses. Mais ils ont pris tous une baffe. C'est-à-dire, en gros, maintenant, c'est à toi, maintenant, tu vois, de montrer que non, il n'y a rien. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de pouvoir te dire, hey, t'as vu, c'est passé ça. Mais attendez, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Tu vois. Et tout à l'heure, on parlait d'un truc, et je t'ai dit que où c'était plus difficile, c'est que quand tu étais en train de retrouver ton truc, ton statut, ton image, ton truc, tu es toujours à fond, tu fais ton truc, bah, il y avait un truc. Il y avait un truc qui faisait que tu pouvais pas aller au-dessus. Pourquoi? Parce que c'était mort. Tu as touché à une personne déjà, qui est une icône française déjà dans le foot, déjà, faut le savoir, tu vois. Et donc, forcément, il y a beaucoup de trucs autour. Il y a les médias qui se connaissent, qui connaissent des agents, qui connaissent des trucs. En fait, finalement, lui, en fait, faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Ça veut dire, en fait, moi, des fois, je te dis, je sais quand même quand je suis moyen, quand je suis bon, quand je suis très bon. Tu vois. Et des fois, je sortais des matchs, j'avais fait des gros matchs. Non. On n'a rien vu. On ne veut même pas voir. Je ne voulais même pas m'exprimer sur ce truc-là. Tu sais que c'est la première fois que je m'exprime vraiment à cœur ouvert sur cette histoire-là. Tu vois. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a ce qui s'est passé, mais est-ce que moi j'ai ressenti personnellement aussi par rapport à cet entraîneur-là, par rapport à cette personne-là, tu vois. Moi, je n'ai pas insulté le coach parce que, genre, en gros, j'étais énervé contre lui et que non. Parce qu'il y a des situations, des fois, qu'on va dire que tu ne maîtrises pas, mais qui, en tant que personne, tu ne peux pas les accepter. Moi, je ne peux pas accepter que quand je vais jouer en Afrique, OK, quand je vais jouer en Afrique, je suis à Paris, je prends mon avion comme tout le monde. Quand je vais jouer en Afrique, arrivé là-bas, je fais 6 heures d'avion, je joue en déplacement dans des terrains pas possibles, je reviens. Et que, en gros, les mecs qui sont allés en Amérique du Sud, ils viennent, on arrive en même temps, le même jour, et moi, je suis emmené, on va dire, à ne pas me reposer, et eux, ils sont amenés à se reposer. Et quand je pose la question, on me dit, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois ce que je te dis ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi moi, parce que j'ai fait 6 heures d'avion, et il y en a qui ont fait peut-être 8 heures ou 9 heures, on ne peut pas avoir le même truc de repos. Pourquoi? Ah, parce que moi, ça fait 6 et eux, ça fait plus 2. Non, c'est pas comme ça. Tu vois? Et il y a eu beaucoup d'injustices comme ça qui se sont passées plein de fois. Il n'y a pas que ça, il y a eu plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est personnel. J'ai toujours gardé pour moi. Mais t'as vu, aujourd'hui, je suis un père de famille, tu vois. Ma fille, quand je lui explique des trucs, quand je parle aux gens qui m'entourent, je leur dis souvent la vérité. Souvent ce que je pense, ce que j'ai vécu et ce que je veux pour mon futur. Donc, ça, c'est des trucs qui font partie de ma vie. Tu vois. De la manière dont lui, il était touché dans son ego et que sa famille était blessée, c'est la même manière que moi, j'ai été touché sur plein de trucs qui sont passés et qui ont fait du mal à ma famille aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Après, tu as vu, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a discuté, on a parlé, je lui ai dit ce que je pensais et je lui ai dit exactement ce que je pensais tous les jours de lui. Tu vois? En tête à tête. Il n'y a même pas eu... Non, on a parlé, je lui ai dit, écoute, j'aime pas ça, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé comme ça. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Maintenant, à partir de maintenant, si tu veux pas me faire jouer, tu me fais pas jouer. Mais aujourd'hui, tu sais ce que je pense de toi. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est, tu vois, c'est vraiment
un truc qui est sorti de son contexte et je le pensais pas vraiment à ce moment-là. C'était vu dans un délire avec mes potes et peut-être je le pensais pas. Mais ce que je te dis là maintenant, je le pense. Tu vois? J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé cette injustice-là, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Maintenant, t'es l'entraîneur, je respecte tes choix. Tu veux me faire jouer, tu me fais jouer. Tu me fais pas jouer, tu me fais pas jouer. Mais est-ce que t'es conscient, ou après ça c'est très subjectif, hein, je peux me tromper, mais que cette affaire-là a eu un impact sur sa carrière en tant que coach? Et sur la mienne aussi. Et sur la tienne aussi, de surcroît. Bien sûr. Mais ça a eu un impact, pourquoi? Ça a eu un impact. Moi, quand j'entends les gens, et récemment, je suis tombé sur une interview à lui, où il disait, en gros, il continue à parler de cette histoire-là. Mais en fait, c'est pas moi, j'ai arrêté ta carrière, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si moi, après cette histoire-là, bah, moi, ma carrière, elle s'arrête. Tu vois? Et ils vont dire quoi, les gens? Ouais, mais c'est parce que tu as fait cette connerie-là qu'aujourd'hui, ta carrière s'est arrêtée. Non, moi, j'ai continué ma truc, j'ai continué à faire ce que j'aime faire. Et mais des fois, ce que tu viens de me dire là, ça ressort souvent. Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est après cette histoire-là que sa carrière s'arrête? T'es un entraîneur, t'es à Paris quand même. Tu vois ce que tu veux dire ou pas? Quand tu sors de Paris, il y a pratiquement tous les clubs qui te veulent. C'est pas toi qui m'as insulté. Tu vois ou pas? C'est toi qui t'es fait on va dire qui t'es fait insulter, t'as capté. Donc on va dire, je comprends pas en quoi cette histoire arrête ta carrière. T'as gagné plein de titres, on était la meilleure équipe avec toi déjà. Il faut dire la vérité. On jouait le meilleur football. C'est vrai. On avait une meilleure équipe. C'est vrai. On était vraiment avec lui. On avait vraiment, on va dire, les bases. Et on était très très méchants avec cette équipe-là. On était au-dessus. Parce que, en tant qu'entraîneur, il avait ses qualités. C'est celui-même qui a mis le système en place avec un 6 et 2 milieux, 2-8, etc. Et ça marchait super bien. Donc, je te dis, là, je te parle de l'histoire. Mais l'entraîneur, j'ai jamais eu de problème avec lui. Regarde, la preuve, par exemple, son adjoint, Jean-Louis Gasset, c'est mon coach en sélection. C'est vrai, c'est vrai. Et on a toujours gardé des bons rapports, tu vois. Mais j'ai compris à cette période-là que même Jean-Louis qui m'aimait en tant que joueur de qualité, en tant que truc et tout, il était un peu, on va dire, touché par cette histoire-là. Et il me parlait plus. Mais il me parlait plus, mais il me faisait savoir qu'il me parlait plus. Genre, en gros, des fois, à l'entraînement, je pouvais faire des centres, il y avait des buts. Il me disait rien, dès que j'arrêtais un centre, ouais, c'est bon, tu peux rentrer. Mais ça, je savais que c'était un truc pour me piquer parce qu'il n'était pas content, on va dire, de la situation et qu'il regrette que ça se passe comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est mon coach en sélection. Tu vois, ça veut dire... et après cette histoire-là, tu vois, il a compris que à cette époque-là, j'étais un gosse. Tu vois, j'étais un gosse. J'étais peut-être un jeune qui n'avait pas peut-être tous les codes. J'étais peut-être un jeune qui n'avait peut-être pas tous les codes, on va dire, du monde professionnel en mode, tu vois, au monde professionnel du haut niveau. Donc, ouais, j'ai fait une faute, mais ça me condamne pas à vie. Frérot, c'est bien déjà, dans un premier temps, que tu reconnaisses tes torts, clairement. Bien sûr, mais c'est ça, on n'est que des hommes, frérot. Bien sûr, je suis un on n'est homme. que des hommes. Je suis un homme. Et j'espère en tout cas qu'il appréciera ta franchise, frangin. Et tu sais, on a toujours aussi tendance à parler de l'entourage des footballeurs qui est pas toujours good. Faut dire la vérité. Bien sûr. Toi, j'ai l'impression que dans ton cercle, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent pénétrer. C'est vrai, tu m'as lu. Tu vois. Ouais. Et j'ai même envie de te dire que tu fais bien de faire ça. Aujourd'hui, on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent. On a des parents même de futurs professionnels. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner, frérot? Écoute, déjà aujourd'hui, on n'est pas à la même période. Tu vois, et c'est pas la même génération, tu vois. Quand je dis ça, c'est parce que nous, à l'époque, quand on était plus jeunes, on était content de travailler, tu vois. Content de travailler avec les gens qu'on écoutait beaucoup parce qu'on voulait progresser. Je pense qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle est beaucoup, on va dire, sur les réseaux, tu vois. Donc, en fait, c'est moins de travail, mais beaucoup de, comment dire... beaucoup de shine. Tu vois, beaucoup de shine sur les réseaux, beaucoup de, tu vois, Mathieu, et il y a moins de travail. Et moi, je trouve qu'il y a aussi moins de qualité dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de cracks. Un crack, c'est celui qui arrive
comme Mbappé et qui reste là, qui montre que ouais, ce mot-là, ce nom-là, il me va très très bien, à merveille. Je fais les choses comme un futur grand joueur, donc un crack. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle crack. Aujourd'hui, tu vois sur les réseaux, tu vois un mec qui va mettre un joyeux anniversaire crack. Tu vois ce que je veux dire? Mais crack, c'est quoi crack? Tu vois? Donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus, il y a moins de vannes. Parce que nous, avant, on se vannait mal, méchant. Donc, en fait, juste la vanne, là, mais tu sais que le week-end, tu dois être bon. Tu sais que la semaine, tu dois être bon. Mais même là, maintenant, c'est différent. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à ces jeunes-là, là, bah, c'est de privilégier plus le travail, tu vois. Parce que derrière, il y a des familles aujourd'hui qui sont en attente, tu vois ou pas. Et si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est moins de pression aussi, tu vois. Parce que dans le métier qu'on fait, c'est pas facile. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils voient que l'or et l'argent, tu vois, tout ce qui brille. Mais dans ça, derrière, il y a du travail. Tu vois, il y a eu du travail, il y a eu des souffrances, il y a eu des moments difficiles où tu te levais, il n'y avait même pas de truc chez toi, tu étais en mode truc, tu allais. Mais ça, qui voit ça? T'as raison, mon frère. Personne. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont en mode, ouais, mais c'est des footeux, ils ont de l'argent. Mais avant tout ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et tu vois, sans te couper, c'est que même quand je parlais de l'entourage, c'est, tu vois, des fois, il y a des gens qui collent les footeux. Tu vois, vraiment, ils les emmènent. Non, mais il faut dire la vérité. Mais si on doit se dire les choses, tu vois, et ces gens qui peuvent ces gens qui peuvent t'emmener dans les ténèbres, j'ai même envie de te dire, ouais, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu t'es affranchi de tout ça et Dieu merci. C'est vrai parce que c'est pas facile, tu vois, de faire la différence entre un mec qui t'aime bien et un mec qui est là juste pour kiffer. Tu vois, le plus important, c'est pour ça que je te dis, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des gens avec qui tu as grandi. C'est plus facile d'avoir des gens que tu rencontres dans des soirées, dans des trucs, dans des endroits shine, comme tu as dit tout à l'heure. Mais c'est difficile d'avoir des gens à côté de toi et qui t'as grandi depuis, on va dire, le début, depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très rare de trouver ce genre de comment dire, de relations aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'il y a des trucs comme ça parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde est dehors. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est trucs. Aujourd'hui, tu veux aller quelque part, tu es obligé d'appeler un mec. Genre, en gros, tu l'appelles pour dire je viens avec un tel, quand automatiquement, le mec, on te l'a présenté. Donc, ça devient directement ton ami. Bon, tu ne le connais même pas. Tu as capté? Tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas d'où il vient. Il veut juste que ça se passe comme ça. Et lui, il est bien, toi, t'es bien. Mais après, derrière, nous, les footeux, et quand je dis nous, les footeux, c'est en général, on n'arrive pas à faire la différence entre, on va dire, mon ami et celui qui est là pour, on va dire, m'aider à passer une bonne soirée, à passer un bon moment. Tu vois, et des fois, il y en a qui mélangent ça. Donc, des fois, ils se retrouvent dans des galères où ils sont en mode, ah ouais, mais comment ça m'est arrivé? Ouais, mais le mec à qui t'as donné ta carte bleue pour payer, on va dire, ta console là, en boîte, tu ne le connais même pas. Tu vois ce que je te dis ou pas? T'es venu et tout dans l'enjaillement et tout, c'était très bien. Mais c'est même pas un gars sûr à toi ou ton frère à ton truc, tu donnes à quelqu'un que tu connais même depuis, tu l'as rencontré peut-être à Miami une fois et vous avez kiffé et ça y est, tu lui prends et c'est devenu ton pote. Tu vois, donc, c'est difficile. Mais je te dis la vérité, franchement, j'espère aujourd'hui que ces gens-là vont prendre conscience qu'il n'y a pas mieux déjà que la famille. Il n'y a pas mieux que les gens avec qui tu as galéré, tu as grandi. Ces gens-là qui, peut-être demain, vont te faire des coups. Mais en tout cas, tu sauras d'où ça vient. Tu vois ce que tu dis ou pas? Au moins, tu ne vas pas chercher, on va dire, partout pour savoir, ouais, mais qui m'a fait... Non, tu sais d'où ça vient. Moi, demain, je ne parle pas avec un frère. Je sais qu'on va se reparler. Mais pour l'instant, on ne se parle pas parce que peut-être qu'il a fait un truc qui ne me plaît pas. Au moins, je sais. Tu vois? C'est terrible ce que tu dis. Et aujourd'hui, ta carrière t'a emmené un peu partout, en Angleterre notamment, etc. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, culturellement, c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert. Tu sais, dernièrement, il y avait une polémique à propos du Ramadan et des joueurs de foot, etc. Comment toi déjà, t'as vu la chose? Et déjà, toi-même qui es de confession musulmane, est-ce que ça a posé problème, toi, sur le terrain? Jamais.
Mais j'ai jamais été meilleur quand je joue en gênant. Tu vois, et quand je dis ça aux gens, ils me voient en fou, mais c'est la vérité. Tu vois, j'ai jamais été meilleur, on va dire. Il n'y a que dans cette période-là où je me sens vraiment en totale connexion avec moi-même, tu vois, avec ce que je fais, je suis bien. Je suis tellement bien physiquement que j'ai envie que ça dure toute l'année comme ça, tu vois. Et franchement, je te disais tout à l'heure, tu vois, la différence entre ces pays-là, pour nous qui avons bougé, tu vois, les gens qui sont ici, ils sont totalement dans le délire. Ils sont là, ils voient une seule chose, on les apprend à vivre comme ça, donc ils vont comme ça. Mais quand tu sors de ce truc-là, tu vois beaucoup de choses. En tout cas, voilà, on sent que les valeurs du pays te parlent beaucoup. C'est une question de mentalité, tu vois. Et en Angleterre, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens, ils sont... Tu vois, tu peux croiser une personne avec le voile en train de taffer normal, avec des grands postes. C'est pas des trucs... Non, des grands postes. Et tu les vois, ils sont dans des bureaux, dans des trucs vraiment où ils contrôlent vraiment des gens qui les voient en mode, tu vois, en mode normal, tu vois. Et c'est difficile parce que en France, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a toujours ces questions-là qui reviennent, tu vois. Est-ce qu'une personne peut travailler avec le voile? Est-ce qu'une personne peut tout marcher dans la rue avec le voile? Mais tu vois, en Angleterre, les gens ils sont voilés totalement, ils travaillent, frère. Rien du tout. Donc ça, c'est des questions souvent qui sont tabous. Mais pour moi, ça devrait pas l'être. Tu vois, on doit vraiment parler de ça, tu vois. En tout cas, mais c'est très bien de nous sensibiliser sur ça en tant que sportif de haut niveau, mon frérot. Et tu vois, tu m'as l'air beaucoup plus posé, réfléchi, etc. La paternité t'a aidé? Beaucoup. Beaucoup, quand tu sais, et je te dis, j'aurais préféré avoir ma fille plus tôt, tu vois. Elle a 4 ans, elle va sur ses 5 ans. Et ça fait, depuis cette période-là, je suis un autre homme. Parce que quand j'ai un autre homme, c'est pas que genre, non, je fais beaucoup de choses par rapport à elle. Il y a des choses que je peux plus faire, tu vois. Et donc, je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus tranquille. J'ai toujours été tranquille, tu vois, dans ma tête. Mais elle m'a ramené quelque chose d'autre, tu vois. Aujourd'hui, je la vois grandir. Il y a des choses que je peux même plus faire devant elle. Et il y a des choses que je peux même plus dire. Maintenant, quand je parle devant elle, je suis obligé, même avec mes potes au téléphone, quand elle est là, je suis obligé de regarder si elle est là pour pouvoir. On a notre délire à nous. Donc, des fois, même, tu vois, je me décale ou truc parce que je la protège. Je la protège beaucoup par rapport à ce monde-là, tu vois. Et c'est magnifique. Et c'est pas facile parce que je sais dans le monde dans lequel demain elle va arriver. Et j'essaie de limiter la casse, tu vois. C'est magnifique, frérot. Elle vit avec toi, ta fille? Bien sûr. D'accord. C'est magnifique, mon frangin, ce que tu dis. Et tu sais, même il y a quelques années, on a vu que, bon, avec sa maman, sur les réseaux sociaux, ça s'est envoyé quelques boulets, etc. Comment on deal avec tout ça quand il peut se passer des trucs à la maison, mais sur le terrain, on te demande d'être irréprochable. Tu sais, Thierry Henry, à l'époque de Barcelone, tu vois, il était en plein divorce, il vivait pas avec sa fille, etc. En interview, il a dit que ça lui déchirait le cœur le fait de pas vivre avec sa fille. Et on l'a cloué au pilori. Cette situation-là, j'arrive à dealer avec la mère de ma fille. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a une période où c'était chaud, ce qui est normal, tu vois. Il y a un enfant au milieu. C'est pas juste une relation comme ça, tu vois. Moi, à cette époque-là aussi, j'étais pas tranquille. Ça veut dire que j'avais besoin d'avoir ma fille avec moi. Elle aussi, elle savait comment, on va dire, m'attraper parce que elle sait très bien que ma fille, je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours, tu vois. Et je l'aimerai toujours toute ma vie, elle le sait. Donc, en fait, à cette période-là, elle était instable, j'étais instable. Donc là, c'était 2 instables qui essaient de trouver une solution impossible. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, c'est une personne totalement changée. Peut-être parce que ma fille aussi grandit et qu'elle comprend beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas changé, tu vois. Je suis toujours le même dans mon truc. Mais avec ma fille aussi, ça m'a permis aussi de pouvoir, on va dire, voir d'autres palettes de moi.
tu vois, que je voyais pas forcément, tu vois. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème, tu vois. Aujourd'hui, on s'entend super bien, tu vois. Quand elle ramène la petite, elle est avec moi à la maison. Je suis pas un mec qui va lui dire, oui, mais vas-y, prends un hôtel, fais ci, fais ça, comme ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est la mère de ma fille, elle est là, je n'ai pas de problème, tu vois. Et même pour ma fille, ça lui permet aussi de ne pas être déconnecté, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, dans l'année, elle vit avec sa mère, tu vois, et comment je la récupère, je veux que ça soit pareil. Parce que quand elle part après, je veux pas que, genre, en gros, ça soit comme si, en gros, elle se doute de quelque chose. Elle va le savoir plus tard. On va lui expliquer comment ça se passe, ce qui est normal. Mais pourquoi j'ai gardé ce truc-là? Parce que c'est très important on va dire, le mental de la petite et la période où elle commence à connaître des choses. Bien sûr. Tu vois? Et les enfants, maintenant, ils captent vite. Moi, ma fille m'appelle en FaceTime normal, maintenant, elle a 4 ans. Tu vois? Donc, je te dis, à un moment donné, il faut s'asseoir. Il faudra lui expliquer. Mais ça, moi, mes parents, ils m'ont expliqué les choses tout doucement. Donc, je fais comme ça avec ma fille. C'est un moment aussi qui va peut-être la déstabiliser aussi. Donc, il faut trouver aussi, on va dire, le bon moment aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette période-là qui m'ont permis de changer, mais d'être une meilleure personne qu'avant, tu vois. Et forcément, tous les jours, t'apprends, tu grandis. Il y a aussi la religion aussi qui m'a permis aussi de pouvoir, on va dire, garder mes valeurs, et de pouvoir aussi m'ouvrir sur beaucoup de choses aussi. Donc, franchement, c'est quelque chose qui me permet aujourd'hui de pouvoir être tranquille et de pouvoir marcher la tête haute, tu vois. En tout cas, je te sens clairement apaisé. Bon état d'esprit, frérot, Toujours, c'est toujours. terrible, c'est mortel. Et Frangin, sujet un peu plus dramatique, la perte de ton frère Christopher. Tu sais, déjà, je te présente toutes mes condoléances, frérot. Normal, merci, frérot. Je ressens ta peine, hein, clairement. Et tu sais, c'est pas facile, mais est-ce que ça aussi, ça t'a fait, comment dire, prendre conscience de tes nouvelles responsabilités? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est une période où c'est une période que je souhaite pas à tout le monde, tu vois. Et c'est la pire période, c'est la pire épreuve pour moi de la vie, tu vois, c'est de perdre quelqu'un et de pouvoir, on va dire, surmonter cette période-là. Et c'est pour ça que, pour moi, pour nous les croyants en tout cas, c'est là que tu ressens, on va dire, deux différents moods. Il y a un mood où tu te dis, c'est chaud, tu vois, c'est abusé et tout, comment je vais faire? Et un autre qui te dit, non, non, t'es croyant, et dans la religion, on est tous emmenés à partir un jour. Donc, faut que on va dire, tu fasses. C'est la volonté de ton créateur, ça veut dire que t'es obligé de t'y faire. Donc, en fait, t'es dans un game où t'es là, tu réfléchis. Et il y a un autre côté aussi qui te parle de, ouais, mais regarde comment ton frère, il est mort. Il est parti, il y a un côté de vengeance. Bien sûr. Et il y a un autre côté où tu es en mode, non, non, mais tu vois, t'es pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, fais confiance. Il y a plein de trucs. Donc en fait, ça, c'est une période aussi qui te permet, parce qu'il faut savoir un truc, mon frère, il s'occupait beaucoup de tout ce qui était chez moi. Tu avais ma mère, tout ce que ma mère avait besoin de faire, tout, c'était lui. Et quand il est parti, Qui a été lâchement assassiné. À partir de là, j'ai commencé vraiment à prendre un peu plus de place, on va dire, auprès des miens. Dans le sens où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à beaucoup de choses que lui, il faisait sans que moi, je voyais, tu vois. Et mais après, là, aujourd'hui, je m'occupe pratiquement de tout. Et c'est pas facile parce que, tu vois, ce que je fais, avec ce que je dois faire après, derrière, checker si tout le monde va bien, si tout le monde se porte bien, si tout le monde a besoin de rien. C'est pas des trucs à prendre à la légère. Tu vois, les gens, ils pensent que tu donnes de l'argent et ça y est. Tu vois, les gens, ils pensent que tu viens, tu dis, bon, ouais, je te mets ici et ça y est. Non, c'est des choses que tu fais au quotidien qui sont fatigantes. Tu vois, dans la tête et tout, t'es épuisé, tu sors de l'entraînement, t'as un truc, peut-être que tu dois faire un virement ou tu dois pouvoir envoyer un truc à ta mère ou faire un truc comme ça. T'oublies parce que t'es fatigué, t'es épuisé, c'est beaucoup de choses, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de responsabilités, normal, tu vois, normal. Et je suis content de pouvoir avoir ces responsabilités-là parce que ça me permet aussi de pouvoir être là tous les jours pour ma mère, tous les jours pour les gens qui
qui sont dans le besoin dans mon entourage et de les écouter. Parce que c'était avant, ce que je faisais pas, c'était ça, c'était de me poser et d'écouter les problèmes des autres, tu vois. Quand j'ai d'écouter les problèmes des autres, c'était de comprendre pourquoi ils sont arrivés là et ce qu'ils veulent faire. Ça, j'arrivais pas à le faire avant. Et maintenant, je suis là, je peux écouter une personne, je peux discuter avec une personne, je peux avoir une discussion avec une personne et à la conclusion, on trouve une solution, tu vois. Avant, je pouvais dire, ah, tu vois, en mode, vas-y, c'est bon, frère. Tu vois ce que tu dis ou pas. Mais maintenant, je peux m'asseoir avec une personne, discuter, parler de tout, et après, on se lève, peut-être on n'est pas d'accord sur un truc, mais en tout cas, on a discuté, chacun sait ce qu'il pense de l'autre, ou je sais ce que cette personne a besoin, et puis je peux lui apporter ce que je peux lui apporter ou pas, tu vois. Et avant, je ne le faisais pas. Donc c'est vrai, c'est une situation pour moi aujourd'hui qui est... Des fois même, je suis chez moi et j'y pense toujours, tous les jours, tu vois. Ce qui est normal, c'est mon reflet, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois de la complicité de d'autres frères et quand je vois d'autres frères qui se déchirent, je me dis, mais vous êtes des fous, tu vois. Moi, je kifferais. Si tu me demandes ce que je regrette le plus aujourd'hui, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec mon frère. Tu vois ou pas? Pas avoir kiffé avec mon frère comme aujourd'hui je vois certains frères. Mais peut-être que dans cette période-là, j'étais dans mon délire, dans son délire, dans des trucs. Mais aujourd'hui, si tu me demandes ce que je regarde le plus, je vais te dire c'est ça. De passer plus de temps avec mon frère, de lui donner ce qu'il a envie, tu vois, d'avoir, de sourire, les trucs, l'enjaillement, les trucs, j'ai envie, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus, tu vois. Mais je suis... Tu vois, c'est une période qui a été difficile pour nous, pour la famille et tout. Mais on est des gens, on regarde toujours vers l'avant, tu vois. Toujours. Après chaque épreuve, on regarde toujours devant. Même si l'épreuve est arrivée là, tu vas nous sentir direct. Penser à demain, sans oublier ce qui se passe maintenant, tu vois. Donc, ça m'a permis d'avancer, d'être plus responsable, tu vois. Et on va dire, comme je t'ai dit, d'écouter beaucoup plus les gens, tu vois. En tout cas, une énième fois, frérot, que la terre lui soit légère. Amen, et assurément, tout le monde est fier de toi, en tout cas. Merci, mon Ça, c'est très bien. Et pour finir, frérot, je pouvais pas te laisser partir sans avoir un mot pour la Côte d'Ivoire. Tu sais, aujourd'hui, c'est l'Eldorado pour beaucoup de personnes, tu vois. Ouais. Moi, quand je parle avec les gens, ils me disent, oh là là, il faut aller poser ses valises là-bas, il y a des choses à faire, etc. Tu vois. Ils ont raison. C'est très bien. Tu vois, il y a Feneux dernièrement que je salue fraternellement qui me disait que il était fraîchement installé là-bas. Il y en a d'autres, etc. Donc, c'est quoi que tu as à nous dire par rapport à ça? C'est vraiment l'Eldorado? Bien sûr. Mon pays, c'est... Et je suis fier parce que ça commence à devenir vraiment quelque chose de grand en Afrique, tu vois. Il y a déjà des pays qui nous ont dévancés depuis, le Nigeria, tu vois. L'Afrique du Sud, il y a des pays déjà qui sont déjà développés. Mais là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire commence à rentrer dans l'état d'esprit de ces pays-là, là. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont chez nous. Beaucoup de jeunes d'ici, de banlieue, que je connais, qui sont allés s'installer là-bas et qui sont bien. Donc, oui, si j'ai un truc à donner, si j'ai un conseil à donner, c'est venez. Il y a de la place pour tout le monde. On a vraiment un pays qui accueillant. Je sais pas si t'es déjà allé là-bas, mais tu viens chez nous, tu t'amuses, tu vois. Et non, il n'y en a pas de problème. Le seul problème qu'on a, c'est de se canaliser sur certaines choses. Ouais. Mais sinon, chez nous, c'est la fête tous les jours. Et puis là, même, il y a la CAN qui arrive aussi. Tu vois, donc ça va être on va dire, un moment incroyable. Et quand je dis que ça va être la meilleure CAN, on va dire de tous les temps, les gens ne me croient pas, mais ceux qui sont jamais venus en Côte d'Ivoire, ils verront que ça va être un truc de fou, tu vois. Donc, non, je suis très attaché à mon pays. Et tu vois, j'essaie chaque année de faire un peu de tout, mais tu vois, cette année, je vais essayer de tourner un peu en Afrique, tu vois, aller découvrir d'autres cultures aussi, parce que chez moi, je connais un peu pratiquement tout, tu vois, aller un peu dans d'autres pays, voir ce qui se fait là-bas, pas forcément parler business, mais juste, tu vois, apprendre à connaître d'autres peuples, pouvoir au moins demain avoir beaucoup plus de palettes, tu vois, mais c'est vrai que, tu vois, avant, par exemple, j'allais en vacances à Miami, à LA, mais maintenant, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être même plus même.
je tourne qu'en Afrique. Pour te dire que voilà, j'ai un peu le regard un peu tourné là-bas. Et puis vraiment, je pense que demain, l'avenir, c'est là-bas, tu vois. Merci en tout cas pour ces choses Propre, de mon ref. motivation, frérot. Propre. Je voulais juste rajouter un truc, si tu peux en parler par rapport au racisme. Bien sûr. Ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, Mhm. tu vois. J'ai vu des gens sur les réseaux, on va dire, prendre parole. Certains défendus, d'autres partager des stories, etc. Moi aussi, je le faisais avant, tu vois. Mais pour moi, c'est trop facile. De se lever, de mettre une story, aujourd'hui, c'est trop facile. Mais faire des actes pour que ça s'arrête, il y en a combien qui le font? Tu vois ou pas? Quand je vois des joueurs qui ont un power de fou dans ce milieu-là, qui peuvent changer les choses, mais qui préfèrent juste mettre une story qui va durer 24 heures, pour moi, ça sert à rien. Tu vois ou pas? Un mec comme Vinicius, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Tu vois? Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je m'est arrivé, je t'ai dit, j'avais quoi? J'avais 13 ans. Mais moi, aujourd'hui, ça m'arrive, je sors. Je me barre. Tu vois? Je me barre. Je me barre du terrain. Je parle même pas avec quelqu'un, tu vois? Je parle avec personne. Je me lève, je me casse. Tu vois? Mais combien aujourd'hui, là, hein? C'est bien beau d'aller sur les réseaux, de dire oui, non, mais force le racisme, non, power, non. Et combien aujourd'hui sont prêts à se lever, à quitter les terrains, là? Et j'encourage aussi les gens qui sont sur le terrain aussi, qui sont pas contents aussi de cette situation, de suivre ces joueurs-là. Vous allez voir, ça va pas changer. Je pense que même le grand frère Eto'o l'avait déjà dit. Que quand on touche au porte-monnaie de ces gens-là, là, ils sont pas contents. Mais aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, là, parce que c'est pas encore arrivé, ça continue. C'est lui qui avait raison. Tu vois? Celui qui avait raison. Donc, je pense que c'est une petite parenthèse, tu vois? Mais c'est pas une petite parenthèse. Une petite parenthèse dans l'interview qu'on a faite. Et je voulais vraiment en parler parce que récemment, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Mais j'ai vu en fait, c'est un truc qui m'énerve maintenant. Tu vois, c'est beaucoup de stories, moins d'actes. On n'a pas besoin de ça. Vous voulez vraiment défendre notre communauté, montrer que vous n'êtes pas d'accord, bah, faites quelque chose. Quittez le terrain. J'ai même vu, on va dire, dans le match, pendant que Vinicius était en train de se plaindre, pardon, il y avait, comment il s'appelle? Il y avait des autres joueurs qui étaient en train de le tirer pour dire, ouais, viens. Mais non, sortez, simplement. Si vous n'êtes pas content, montrez que vous n'êtes pas content. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Ça a rien Et moi, je suis pas dans ce délire-là, tu vois. Moi, je monte vraiment au front quand vraiment je trouve un truc vraiment, tu vois. Mais là, c'est pas une question de truc. Là, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça, c'est un truc vraiment. Et on sait très bien comment le football voilà, dans le monde. Donc, ouais, vous voulez que ça change? Ben, il faut un vrai truc, il faut un vrai geste. Frérot, merci 1000 fois pour tes mots, Normal. pour ta sincérité, ta transparence, frangin. Et ça va faire bouger les lignes. J'espère. Ça, c'est ça. J'espère parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, tu vois. On a des enfants, demain ils vont grandir. Ça. Faut qu'ils se sentent pas comme nous on s'est sentis durant des années, tu vois. Faut qu'ils se sentent libres, libérés. Faut qu'ils vivent leur vie comme nous on n'a pas eu la chance quand on était plus jeunes. Donc forcément, on est mieux aujourd'hui. Donc on veut leur apporter, on va dire, ce meilleur-là, mais être meilleur aussi demain. Et demain, c'est tout ce qui se passe qu'il faut. On ne peut pas tout régler en même temps. On ne peut pas tout changer en même temps, c'est clair. Mais il y a des choses qu'on peut changer tout de suite. Tu vois? Donc, pourquoi pas? Merci. Pourquoi pas profiter de la force qu'on a pour le faire maintenant? Demain, ça sera trop tard. Merci Voilà, à toi, en tout cas, mon frérot. Encore une fois, Normal. merci au nom de Normal, toute mon l'équipe de WSL, frangin. Merci. Normal, mon ref. Merci, frangin. Normal. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy, Serge Aurier pour WSL. Mes paroles valent tiers. Peace!
We hustle, baby.